Ouais, c'est très bien. Très bien. L'introduction, c'était pas nécessaire. Et donc, nous démarrons ce temps d'échange entre amis avec Céline Bourganeuf qui nous parle. Bon, on échange, hein, mais je te laisse la parole quand même. Ben, merci de m'accueillir, Nina, Sylvie, Nina, enfin les deux, parce que là, c'est au nom des deux que je suis là aujourd'hui. Je suis ravie de vous rencontrer. J'en connais quelques-unes et ça me fait plaisir. Et il y en a une, entre autres, que j'ai accompagnée avec grand plaisir et qui m'a été, on va dire, redirigée grâce à toi, Sylvie, aussi, dans une difficulté d'allaitement et qui, aujourd'hui, j'espère, est fière de son parcours d'allaitement et qui est venue sur le même mood également de l'année dernière. Et c'était une grande joie et une grande surprise. Moi, je suis avant tout professionnelle de santé, je tiens à le dire, et c'est ce que disait Nina. À partir de là, tout comme Elena, on a des obligations, on a des devoirs à rendre qui sont importants. Et je fais partie de celles qui s'expriment haut et fort sur ce qu'elles ont à le dire. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que c'est ce qu'on se disait avec Sylvie, c'est en temps et en heure, c'est-à-dire que ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être pas forcément demain en fonction de l'évolution et de l'humanité, mais aussi de tout ce qui est d'un point de vue médical. En tout cas, ça me tenait à cœur de donner aussi tout ce que je peux vous donner autour de l'allaitement maternel, tout ce qui me sert dans mon quotidien pour accompagner les mamans. Et puis, voilà, puéricultrice de formation à la base. J'ai travaillé 10 ans en réanimation néonatale avec les grands prématurés de niveau 3. Je suis moi-même maman. J'ai eu un accouchement césarienne code rouge, anesthésie générale, et on a sauvé mon bébé. Et, il a fallu que je remercie toute l'équipe d'avoir sauvé mon accouchement. Je pense avec le recul et l'information que je n'avais pas, qu'en fait, ils ont fait un déclenchement sur un bébé qui n'était pas prêt. Et donc, je me suis retrouvée les quatre fers en l'air avec du Santo et une anesthésie générale. Et on a toutes les deux, pour le coup, failli mourir, à mon avis, sur une pression médicale beaucoup trop importante. Ce qui nous tient aussi un peu toutes les deux avec Sylvie sur ces points-là, puisqu'on a quand même à cœur de protéger, d'accompagner la physiologie et pas de devenir des folles dingues ou des sorcières mal aimées, mais simplement des personnes qui veulent redonner simplement, j'ai envie de dire, même pas à la physiologie sa place, c'est simplement notre rôle primaire en tant que femme, hein, tout simplement. On n'a pas, c'est même plus de la physiologie ou de l'accouchement naturel, on est simplement sur comment on fait caca, comment on fait pipi, quoi. Hein, donc, Ça, ouais. c'est ni plus ni moins la même chose. L'allaitement est venu à moi, évidemment, pour réparer comme j'ai pu, parce que le postpartum existait à peine. Le baby blues, on en parlait très peu. C'était soit de la dépression, soit c'était normal. Et Quel âge a ta fille, rappelle-moi? C'est une grande fille. là, mon Dieu, elle va avoir 18 ans. Elle va avoir 18 ans. Je rappelle que je travaillais dans le service d'à côté en réanimation néonatale. Hein, donc, comme quoi, c'est quand même hyper cloisonné aussi entre la sage-femme de la mater et la sage-femme du bloc. On n'a pas du tout les mêmes fonctions. Et on travaille à l'époque. J'espère que c'est un petit peu mieux, mais je sais que ça ne l'est pas partout non plus. On travaille chacun dans notre coin et surtout, on ne se parle pas. Et surtout, chacun son aile, chacun ses patientes. Et entre deux, il y a des murs, vraiment des murs. Donc l'allaitement, du coup, ça m'a sauvée, clairement, ça m'a sauvée moi. Et puis j'ai fait le parallèle avec ces mamans que j'accompagnais en néonat pour lesquelles j'étais nulle, archi nulle, que je ne savais pas accompagner. On leur disait qu'il fallait qu'elles se reposent, elles n'avaient pas de lait, alors qu'on nous dit qu'il fallait qu'elles tirent leur lait, elles tirent leur lait, elles n'ont pas de lait. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc je me suis rendu compte que ni la médecine, ni mes études d'infirmière, ni mes études soi-disant de puéricultrice spécialisée de l'enfance et de l'enfant jusqu'à 18 ans me permettait de savoir comment nourrir un bébé, et notamment au lait maternel. Donc, je me suis spécialisée consultante en lactation, ça fait 10 ans maintenant, avec l'espoir, puisque bien sûr la cadre de l'époque m'avait dit que j'allais pouvoir intégrer une unité où j'allais avoir 2 demi-journées de consultation allaitement pour pouvoir préparer les femmes à l'allaitement dans des conditions extrêmes, hein, de grande prématurité. Évidemment, ils n'avaient pas le budget, pas le lieu, ça s'est jamais fait. Donc, au bout de 2 ans, j'ai dit ras-le-bol. Je me suis pris aussi une belle pression de ma cadre de santé, parce que j'étais un petit peu trop, je pense, comme Nina, dérangeante. Donc, du coup, je me suis pris un blâme, que je me suis défendue avec le syndic, que j'ai gagné. Et là, je me suis dit, par contre, je vais arrêter de me faire du mal. Donc, je suis partie en libéral, faire ma petite tambouille, mes petites consultations à moi, toute seule dans mon coin. Et cela depuis 7 ans. Et j'ai ouvert depuis le centre même care, un centre de périnatalité où je travaille avec des sages-femmes bienveillantes, des ostéos, des sophrologues et tout ce qui se passe autour du bien-être de l'enfant. Et moi, évidemment, dans mes compétences que certaines connaissent, mais qui sont aussi autour du portage,
troubles de la succion, du frein de langue restrictif, qui peut être un frein aussi à l'allaitement, mais aussi les troubles du sommeil, la diversification, le sevrage, la reprise du travail et les massages bébés pour en pratiquer encore un demain. Donc, fourchette assez large. Et tu as surtout d'autres casquettes. C'est que déjà là, on se demande quand est-ce que tu dors la nuit, mais tu as d'autres casquettes à responsabilité dans toute la hiérarchie officielle de l'allaitement. Donc, rappelle-nous aussi tes fonctions. Alors, présidente de l'association Mumwood, j'ai été demandée. Donc, l'association Mumwood, c'est vraiment une association de mamans. Donc, ça, c'est important de savoir aussi. C'était plutôt des patientes à moi qui sont devenues un peu des amies. On s'est fait un peu une force vive sur Nice et on a monté cette association qui est vraiment avec des mamans, avec des femmes. Et en parallèle, extrême parallèle, je suis la présidente des consultantes en lactation de France, donc l'AFCL, où là, c'est plus que hyper protocolisé, puisque tout est analysé, tout ce que je fais, tout ce que je dis est analysé, tous mes posts sont analysés, tous mes posts ne sont pas partagés, et Mumwood a fait l'ombre de beaucoup de mes postures et de mes missions de l'AFCL, puisque j'avais décidé de prendre Medela, qui est une marque de tire-lait connue et reconnue par toutes les femmes, mais qui ne respectait pas le code de l'OMS, c'est-à-dire qui vendait biberons et tétines, ce qui était à l'opposé complet, non seulement du code de l'OMS, mais du code d'éthique des consultantes en lactation internationale. Il faut boycotter la marque parce qu'elle fait des tire-laits au top, mais comme elle vend des biberons, il ne faut pas. C'est ça. Mais en fait, quand on a tiré son lait, on lui donne à la seringue au gamin, il faut quand même bien utiliser un biberon. Donc, seringue, cuillère, dalle, évidemment. Sauf que moi, ayant travaillé en néonatologie, je n'étais pas d'avis avec eux, puisque Medela a sauvé des allaitements et moi, je reste persuadée. Alors, Medela ou une autre marque, mais à l'époque, c'était aussi beaucoup Medela. Mais les tire-laits les plus compétitifs de l'époque, c'était Medela. Et heureusement qu'il y a les tire-laits aussi pour cette fameuse reprise du travail très précoce qui nous permet de tirer notre lait, d'optimiser les allaitements plus longs, pérennes. Donc, je me suis battue pendant 4 ans contre vents et marées alors, ça m'a valu de perdre des points serfs, ça m'a valu des blâmes, ça m'a valu de ne pas avoir permis à mes collègues d'avoir des points supplémentaires sur des conférences que j'ai données. Donc, je suis quasiment plus trop appelée maintenant sur des conférences, plus sur des podcasts, des choses un peu plus simples, etc. Mais je boycotte et je signe. Et pour la grande nouvelle, c'est que Medela, suite à tout ça et tous les échanges que j'ai eus avec la Medela Monde, avec la présidente Medela Monde, pas Medela France ni Europe, on a réussi à ce qu'ils arrêtent de vendre des tétines pour se mettre dans le focus. Donc, ils vendent plus de tétines et plus de biberons. Et ils sont dans la norme, on va dire, depuis juillet 2025. Ok, non mais c'est dément. Ça me fait le même effet que l'emploi des mots préparation à l'accouchement, c'est proscrit. Parce que, je veux dire, c'est absurde en fait. Il y aura toujours besoin de biberons. Enfin, je sais pas, moi, mes enfants ont fait 5 biberons sans aucun problème. J'y crois pas du tout. Moi, la confusion synthétine, je pense que c'est du foin. Les miens, ils ont fait les deux. Elena, là, il boit des biberons aussi et il chope le sein. Il y a zéro problème. Et donc, de se retrouver enfin, c'est vraiment des querelles politiques pathétiques. Donc, tu te retrouves, toi, à te battre pour que Medela, maintenant, ne vende plus de biberons. Ils sont OK là-dessus. Et comme ça, ils vont pouvoir vendre leur tire-lait officiellement aux consultants IBL. C'est ça. C'est ça. Pathétique. Ben, bravo, bravo. Mais enfin, c'est affligeant, quoi, de devoir consacrer du temps à ça, quoi. Mais oui. ça, alors, je comprends, enfin, puis je souligne pour toutes les punkettes ici présentes qu'en fait, ta situation est hyper délicate parce qu'en tant que présidente des consultantes en lactation, oui, tu es fliquée à bloc. C'est pour ça que moi, je peux me permettre d'être vraiment une tête de pioche parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, personne, jusqu'à ce qu'ils me mettent en prison. J'ai de compte à rendre à personne, c'est tout le mal que je vous souhaite parce que vraiment, je vous envie pas les conseils de l'ordre et tout le bordel, hein. Mais donc, toi, tu es dans une situation hyper touchy, mais tu tiens quand même à ce poste parce que tu as une mission de vie dans cette affaire-là. Et donc, comment faire avancer les choses sans se faire aligner par les... insupportable. Continue, c'est passionnant. Je pense qu'on a besoin de gens comme nous pour pouvoir aussi faire avancer les choses. Il faut juste être dans la patience et savoir, c'est ce que me dit mon chéri, mais nos chéris en général, ils sont pas loin dans nos activités, mais c'est ce qu'il me dit. Il faut savoir perdre certaines batailles pour pouvoir gagner la guerre. Donc, je pars vraiment sur cette dynamique-là et je pense que vraiment l'allaitement en France,
j'espère que vous le savez toutes, mais on est un des plus bas d'Europe, hein, on est sur 57%. Et je tiens à le dire, hein, parce que tout le monde dit 70% d'allaitement démarré, mais c'est 70% d'allaitement avec du lait artificiel pour la plupart des laits, si on est des allaitements. On est exactement à moins de 60%, 57% d'allaitement démarré exclusif le premier jour. Ça chute de plus de 30% dans les 8 jours qui suivent la naissance. Évidemment, on le sait pourquoi. Et si je vous raconte une petite anecdote, parce que l'objectif c'est ça, et j'espère qu'après vous allez m'en raconter et surtout me poser des questions aussi sur ce que vous avez besoin de savoir, mais j'accompagne à distance une maman qui est en Corse, donc hôpital de Bastia, suivie par Nina Nard. Elle avait regardé ses vidéos et je lui ai demandé évidemment de bien sûr acheter le faut pas pousser. Et puis j'ai eu 3 consultations prénatales avec eux sur l'allaitement. Et donc elle a accouché hier par césarienne. Une maman pour qui tout se passait bien, hein, demande d'un accouchement physiologique. Elle a perdu la poche des os toute seule. Et elle commençait à avoir son travail, mais il y avait un rythme du bébé qui était entre 80 et 95, donc grave. Et ce qui n'est pas grave du tout. Hein. Moi, je suis descendue à 35 avec ma fille, donc voilà, 80-95, c'est loin d'être grave. Donc bref, on leur a bien mis la pression, donc elle a bien bloqué son ocytocine, parce que je pense que c'est surtout de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Mais bien bloqué son ocytocine, ce qui fait qu'elle s'est mise en arrêt de travail, évidemment, une petite stagnation. Le papa a pas lâché, s'est fighté avec l'équipe, et l'équipe a dit, écoutez, c'est césarienne ou sinon c'est rien. Donc, du coup, ils sont partis en césarienne. Donc, l'enfant est né par césarienne. Donc, Joséphine est née par césarienne alors que tout allait bien. Et donc, dans cette continuité-là de pression, moi, je lui ai dit, donc j'ai mis à bloc, je me suis dit, bon, ok, l'accouchement, il est raté. Puis, par contre, on va pas lâcher sur l'allaitement. Donc, je lui ai dit, évidemment, elle est claquée. Évidemment, elle s'est pris une péridurale aussi, Joséphine. Donc, évidemment, c'est une journée où elle avait un peu KO, donc c'est normal. Et on va l'accompagner avec peut-être une expression manuelle de colostrum à la petite cuillère pour essayer de pallier un peu à cet enfant qui était un peu dans les vapes hier. Et puis, ça n'a pas suffi. Ce matin, j'ai eu un message à 7h15. Ils nous ont forcé toute la nuit. Ils ont mis la pression. Donc, elle a déjà eu ses 2 compléments de lait artificiel cette nuit, de 30 millilitres, évidemment, puisqu'elle en avait absolument besoin. Et donc, la maman est en dessous, puisqu'elle a, pour l'instant, l'impression d'avoir raté et son accouchement et son allaitement, puisque l'enfant, après avoir pris ses biberons aujourd'hui, hurle sur les seins, n'arrive pas à prendre le sein, mais c'est pas, et là je rejoins complètement Sylvie, c'est pas qu'une confusion synthétique qui n'existe pas, c'est juste, je pense, une préhension, une appréhension et un stress maternel qui fait que la mise au sein devient... Puis on est d'accord que le bébé qui a, donc elle a 24 ou 48 heures de vie là. 24. Voilà, donc elle stimule. Enfin, je veux dire, c'est la nuit de Java au milieu de la journée, mais c'est tout. Donc il y a la confusion. Elle stimule pas tant que ça, Nina, parce qu'elle a reçu quand même une péridurale. Donc la petite, elle s'est pris des anesthésiens, donc elle est quand même shootée. Et en général, chez les tout petits comme ça, sur une non programmée, on est quand même sur un bébé qui démarre son passage vers le bas et qu'on vient, hop là, choper vers le haut. Et souvent, il y a quand même 24 heures un peu compliquées. Donc c'est un bébé que j'ai préconisé à ce qu'il soit stimulé. Elle a beaucoup stimulé les 6 premières heures. Et après, je pense qu'elle était shootée par le contre-coup, à juste titre. Hein. Ouais, oui. Mais alors, bon, il y a en tout cas un truc, c'est que les bébés n'ont pas besoin de se remplir le ventre. Ils ont largement de quoi tenir pendant leurs 2-3 premiers jours de vie. Et cette obsession de la perte de poids, alors surtout sur une césarienne, du coup, elle a dû prendre un max de liquide. Mais je te laisse parler de ça, cette affaire-là, du gonflage à cause des perfusions qui fait que le bébé, il a un poids qui n'est pas le sien, une vessie pleine aussi, et donc on le pèse, et là ensuite il perd tout le liquide qu'il a bouffé pendant l'opération, et pendant le déclenchement, et pendant tout le merdier. C'est pas son poids à lui, ça ne lui appartient pas, il le perd, et là, oh là là, alerte rouge, 10%, et donc grosse pression sur la maman. Et donc évidemment, hein, c'est idéal pour une montée de lait tranquille d'avoir une équipe qui te dit que ton gosse est en train de mourir de faim parce que tu es nul. C'est atroce. Et donc toi, tu sais, voilà. Donc là, toi, ce que tu sais, c'est la miséritude, la tristitude de la formation des professionnels sur l'allaitement, quoi. Eh ben, c'est exactement sur ça que j'allais en venir. Parce que du coup, la maman, elle me dit c'est incroyable parce que j'ai l'impression d'en savoir plus que l'équipe. Donc, l'équipe ne connaît pas Suzanne Colson. Suzanne Colson, c'est quand même le biological nurturing, une position physiologique qui permet à l'enfant quand même de prendre plus naturellement le sein et de respecter la physiologie et la gravité et le confort maternel. Donc, elles ne connaissent rien à la physiologie, notamment post-césarienne. Le biological est quand même assez recommandé dans ces situations-là. Et la maman me dit,
elles ne savent pas me dire quelle quantité de colostrum il doit prendre, etc. Elle me dit j'ai l'impression de leur apprendre. Donc on est vraiment sur un hôpital qui n'a pas ces connaissances-là et qui simplement est mené par ces protocoles médicaux et surtout par le stress. Parce que si on n'oublie pas, normalement l'enfant est en capacité et doit perdre 10% de son poids. D'accord ? Entre 7 et 10% de son poids, c'est physiologique. Donc, il faudrait même qu'on arrête de dire que c'est une perte de poids. En fait, il retrouve son poids physiologique et notamment, comme tu l'as expliqué, après une césarienne, le fait d'être transfusé par du liquide, ce qu'on appelait à l'époque du P4G10, hein, enfin un genre de glucosé et d'eau salée, en fait, la maman peut prendre entre 400 et 800 millilitres de flotte pendant son accouchement, pendant sa péridurale. Donc, cette flotte-là qui va gagner un œdème chez la mère va aussi gagner un œdème chez l'enfant. Donc, on pourrait, moi je pense, réellement, j'ai pas fait d'études dessus, c'est peut-être ça mon problème, mais qu'on pourrait monter jusqu'à 12 à 13% de perte de poids physiologique chez un enfant césarisé avec une mère qui a reçu des électrolytes pendant l'accouchement. Donc, quand on est sur une pseudo-risque de perte de poids comme là à 24 heures, ce qui est complètement physiologique, il y a un risque. L'allaitement, il y a un gros risque. L'accouchement, il est foiré, mais on a un gros risque sur l'allaitement sur les 2 prochains jours. Bah, puis ensuite, la suite pour la maman, quoi. Il y a plusieurs choses qui me viennent. J'ai oublié son nom, mais le mec super qu'il y avait, bon, il y a énormément de mecs super la dernière fois que je suis venue à Mumwood, il y a des punkettes qui étaient à la dernière édition, j'y étais pas, qui nous disait qu'il faudrait peser les bébés à 24 heures de vie et pas à la naissance parce que ce poids-là ne veut rien dire. Dominique Léronas, néonatologue à Paris, qui est en retraite maintenant et qui est directeur du comité scientifique de la COFAM. Voilà. Alors, ça, c'est quand même passionnant. Et là, je pense à Ingrid Baillot, qui attire beaucoup l'attention sur la sensibilité aux signes d'éveil du bébé. Je pense que Suzanne est aussi là-dedans. Et ne pas s'affoler sur Enfin, on ne regarde pas forcément les bons indicateurs. C'est qu'il y a des mamans qui sont un peu trop relaxes parce qu'elles se disent « Oh, il est formidable, ce bébé, il dort beaucoup, je suis tranquille », alors que ça devrait inquiéter. Un bébé qui est très peu actif, c'est pas bon signe. Mais un bébé qui s'agite, qui s'acharne sur le sein, bah, c'est plutôt bon signe en fait. Oui, il est vénère, mais s'il a l'énergie de s'agiter, globalement, on est dans un truc positif. Or, c'est quoi la réponse qu'on apporte? C'est vous voyez bien, il a faim, vos seins sont mous, on va lui donner un complément. Et à partir de là, c'est la merde. Alors que s'il est énervé, agité, hein, il n'est pas en perdition. Il faut être attentif parce que c'est touchy les premiers jours, c'est vrai, mais. Tout à fait. Est-ce que, parce que là, on a démarré complètement, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a déjà des besoins, des attentes? Parce que moi, je peux vous parler de l'allaitement dans tous les sens et dans toutes les mesures. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on approfondisse et qu'on revienne? Je vous laisse peut-être le marquer dans le chat à côté. Ou vous levez la main s'il y en a une qui ça clignote pas de partout, n'hésitez pas. Attends, je regarde juste mon affichage parce que j'ai pas tout le monde en plein écran. Alors voilà, il y en a qui sont ingé du son et il y en a qui sont nuls en informatique. Moi, un jeu du son, c'est que quand on va ressortir la caméra, ça va me faire drôle. Je ne sais pas si je sais encore allumer ma mixette. Ah, si, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps pour Elena. Ah, je sais pas ça, je fais une bêtise. Alors, pas de questions timides. Alors, est-ce qu'en fait, c'est ça que c'est touchy, c'est que en fait, voilà, je veux rassurer aussi Céline et vous rappeler ici à toutes que ce qu'on fait ici, ça reste dans le cadre de l'académie, ça ne regarde pas l'extérieur, il n'y a même pas à faire de capture d'écran, de rien, même si ça me ferait plaisir de montrer qu'on fait plein de choses passionnantes. Et ça nous regarde, nous, parce qu'on ne peut pas faire sortir de dire très officiellement ici que les professionnels qui sont censés accompagner les femmes en postpartum pour leur allaitement sont absolument incompétents, c'est un peu délicat et ce serait quand même si je pense que c'est un secret pour personne dans ton environnement, elles savent bien ce que tu penses de tout ce bordel parce que tu le dis suffisamment haut et fort, mais c'est pas la peine de générer des situations très inconfortables. On est là, nous, pour progresser. Et ça reste tout ce qu'on dit ici, c'est pour vous et c'est pour éventuellement les futurs punkettes. Et si à un moment c'est plus d'actualité, Céline, tu me le diras et on va mettre ça sur papier, de dire ok c'est plus à l'heure du jour où voilà et on enlève. Donc profitons-en maintenant, mais c'est entre nous quoi. Voilà, d'accord. Alors les questions. Peut-être qu'en attendant les questions, il y a 2 choses sur lesquelles il faut vraiment revenir parce que c'est la base de l'allaitement. Il y a 2 hormones. Et ça, je pense que toutes les mamans devraient le connaître, toutes les femmes devraient le connaître. Il y a 2 hormones qui régulent l'allaitement. C'est la prolactine et l'ocytocine.
Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Parce que moi, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans le cursus. Est-ce que c'est des choses vues et revues, déjà comprises, ou est-ce qu'on revient Non, par... il n'y a pas, il y a pas tellement de cursus. En fait, il y a tous mes contenus à assimiler et plus tout ce qu'on échange sur nos séances à deux, enfin 2 fois par mois, plus énormément de ressources autres. Mais c'est pas un programme très. Alors, jusqu'à ce que je sorte quelque chose sur l'allaitement, et c'est prévu, même si c'est pas fait pour remplacer, mais disons pour préparer à minima, tu vois, ça me semble pertinent quand même de rajouter dans mes contenus préparer son allaitement en amont et pas débarquer le jour de l'accouchement en se demandant comment ça va se passer, mais j'en parle un peu dans ta moule. Et puis il y a le programme sur la jaunisse qui est quand même intéressant le postpartum, l'importance du colostrum, etc. Mais c'est vrai que je suis moi-même assez nulle sur les hormones, les glandes endocrines, et tu vois, j'ai quelques notions, mais je veux bien un petit topo, si ça vous dit, les filles, sur voilà, la prolactine et l'ocytocine. Deux hormones qui régulent l'allaitement, la prolactine et l'ocytocine. Ce que je dis souvent aux mamans, c'est que l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Ça, j'apprends rien à personne. C'est celle qui nous permet d'avoir des bébés, c'est celle qui nous permet de faire des bébés, c'est l'orgasme, c'est l'ocytocine. C'est elle qui nous permet aussi l'expulsion du bébé, d'accord, par la contraction utérine du placenta et de la venue du bébé. C'est grâce à cette ocytocine, qui est donc une hormone de contraction, et qui, dans sa continuité, poursuit sa course dans la maternité par l'allaitement, puisque c'est elle qui va permettre la contraction myocellulaire de l'aréole et donc de l'éjection du lait. Ça, c'est l'hormone ocytocine qui est pour moi la plus importante. Et la deuxième hormone, c'est la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui produit le lait au niveau hypophysaire, qui est stimulée par la stimulation d'un bébé et ou d'un tire-lait et qui permet la production du lait au niveau de la glande mammaire. La prolactine, elle est très peu efficace parce qu'elle est limitée par les hormones œstroplacentaires. Et quand le bébé naît, que ce soit par césarienne, que ce soit par voie basse, à partir du moment où le placenta est sorti, l'échange hormonal se fait naturellement et l'augmentation du taux de prolactine augmente. Néanmoins, si à côté de ça, et c'est pour ça que c'est important de parler de ces deux hormones, si à côté de ça, on a une maman qui a une césarienne d'urgence, qui est en stress avec une équipe qui n'écoute pas, typiquement la maman que j'accompagne là depuis 24 heures, on va avoir une perte d'ocytocine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans sa bulle, elle n'est plus dans sa bulle, elle n'est plus dans un environnement bienveillant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas sécréter d'ocytocine, elle va sécréter des hormones plutôt du cortisol et de l'adrénaline, ce qui va limiter notre éjection du lait. Et donc, on va se retrouver avec un colostrum limité en quantité. Donc, c'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, et ce que j'espère pas, parce que là, je suis avec vous et je ne lui réponds pas parce que voilà, mais ce que je n'espère pas, c'est qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on lui a mis un tire-lait dans les pattes. Parce que si on lui met un tire-lait, c'est-à-dire qu'on va lui demander de contrôler sa lactation, alors qu'aujourd'hui, elle est incapable de tirer combien? Dites-moi dans le chat ou dites-moi, prenez la parole, combien de colostrum on doit avoir à peu près par tétée le premier jour? Non, attendez, si je regarde pas. C'est vraiment des gouttes, non? C'est quelques, Ouais. quelques... Il faut que je regarde ce que je vois. J'imagine un peu le volume, mais je ne suis pas capable de répondre, mais je joue le jeu moi aussi. Mais sauf que je vois rien. Et 2-3 millilitres par tétée. Ouais, voilà, j'avais cette idée-là. Je cherche. Ouais, c'est C'est une hyper- cuillère à soupe, quoi. Une cuillère à soupe, c'est déjà énorme, quoi. Une cuillère à café. C'est une cuillère à café, on a entre 5 et 7 millilitres par tétée max. Max. Ouais. D'accord. Et ça, c'est sur le premier jour. Donc, Alors, là, ça me fait. Alors, la taille de la noisette, ça va plutôt être sur un préma ou un moins de 3 kg. On va plutôt être sur une cerise qui est à peu près plutôt sur du 5-7 millilitres. Alors, là, j'entends Ingrid Bayo qui hurle dans ma tête. C'est ma copine. Qui dit que c'est connerie. Alors, je suis désolée, hein, que la noisette, la cerise, l'abricot, tout ça, c'est une aberration. Ça voudrait dire que l'estomac d'un bébé est le seul organe de toute l'espèce, le règne animal, qui multiplie son volume par je sais pas combien en quelques jours. C'est débile. Alors je te laisse, désolée parce que c'est pas contre ce que tu dis, mais je pense qu'il y a une logique pour ça, mais que c'est un peu absurde ces conneries-là. Là. C'est le volume dont il a besoin, mais c'est pas la taille de son estomac. Alors, c'est pas la taille de l'estomac, c'est la taille de la proportion et l'équivalent de la quantité qui peut être absorbée de manière physiologique par l'estomac. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui naît, un enfant allaité, les premières 24 heures va avoir besoin très régulièrement, et on va voir le très régulièrement, d'à peu près 5-7 millilitres de colostrum pour être nourri et pour être d'un point de vue nutritionnel optimal, sachant que le colostrum est un concentré protéiné salé
qui permet justement d'optimiser les nutriments dans moins de 10 millilitres. La taille de l'estomac d'un bébé non allaité, donc un bébé non allaité, pour avoir cet équivalent en colostrum, en lait artificiel, donc programmé par l'humain, c'est à peu près 30 millilitres. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui naît, pour avoir les mêmes qualités nutritionnelles, c'est 30 millilitres. Donc, l'estomac peut accueillir 30 millilitres ou l'équivalent d'une cerise en termes de quantité. La dilatation ne sera pas la même. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui va avoir un bol alimentaire en accord avec l'absence de dilatation importante de l'estomac est importante à prendre en compte. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire vraiment la taille d'une noisette à tel jour, à tel, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la qualité et la quantité du colostrum est beaucoup plus réduite que sur un lait artificiel où la boîte de 0 à 6 mois, c'est la même. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 2 heures ou un enfant qui a 6 mois va recevoir la même qualité nutritive. Bah, c'est-à-dire à peu près rien, quoi. C'est parce qu'en fait, le colostrum, ils sont pas arrivés au bout de leur peine pour identifier tout ce qu'il y a dedans, mais c'est pas fait pour nourrir, c'est fait pour aller chercher les corps cétoniques là, dans les graisses brunes. Je sais pas pourquoi je m'obstinais à dire blanches, mais heureusement qu'il y en a une d'entre vous peut-être qui m'a remis sur le droit chemin. Les bonnes graisses brunes stockées par le bébé pendant la fin de sa gestation, d'où l'importance de les laisser aller au bout de leurs rêves et de décider du jour de leur naissance, parce que c'est ce stockage qui va leur permettre d'être méga relax en termes d'apport énergétique, parce que le colostrum n'apporte pas de l'énergie, des calories, du remplissage, il met en route un métabolisme pour aller déstocker et donc mettre en place, c'est pas tout à fait la cétose de l'adulte, mais là je suppose que Cindy serait, mais bon, Céline bien sûr aussi. Donc c'est pour ça que cette obstination à remplir un estomac, c'est ridicule parce qu'il n'a pas du tout besoin de ça. Et Ingrid va plus loin en disant que la notion de faim chez l'enfant, c'est une aberration. Il n'a jamais rien eu. Il a jamais eu faim quand il était dans le ventre de sa mère. Il a toujours eu tout ce qu'il lui fallait et que c'est une construction sociale. La faim, c'est une construction d'adulte de se rendre compte à un moment qu'on a l'estomac vide et que peut-être si ça dure trop longtemps, on va flancher, gna gna gna. Mais il n'y a pas d'appel de la faim chez le bébé. Par contre, il y a l'appel du câlin et de l'ocytocine et du colostrum, bien sûr, pour que son métabolisme soit optimum, quoi. Exactement. C'est pour ça que dans le colostrum, il n'y a pas de graisse ou il n'y a pas de sucre. C'est de la protéine et du sel. Pour développer et déclencher on va dire ce protocole cétonique, pour justement ramener aussi le cerveau à un début d'action et de démarrage, on va dire, du cortex, ce qui n'est pas le cas in utero. Et on a surtout aussi dans la succion des besoins réflexes. C'est absolument pas un besoin de succion ou un bébé qui réclame à manger. C'est juste un besoin de succion, et c'est ce que je dis, et c'est ce qu'on a appris aussi, et c'est le cas, c'est que dans une tétée, c'est 80% du temps dit affectif, relationnel, sécuritaire, et on n'a que 20% nutritif. Donc un bébé qui va téter au sein, il va pas forcément avoir besoin que de manger, bien sûr, mais surtout se sécuriser, récupérer la chaleur de sa mère, la sécurité de la voix de sa mère, la sécurité des battements du cœur qui l'ont bercé pendant 9 mois. Donc bébé au sein n'égale pas manger. Donc, on est loin des caprices, comme on dit, à partir de 3 mois, mais c'est surtout important aussi de comprendre que le colostrum, il est là pour déclencher des phénomènes mécaniques, mais pas pour nourrir à proprement dit. Donc, quand on dit le cas de ma patiente, cette nuit, l'enfant, il a 12 heures, il hurle parce qu'il a faim, il hurle potentiellement parce qu'on est venu le chercher sur une césarienne alors qu'il n'était pas prêt et qu'il est en train de décompenser les 12 heures qu'il vient de vivre et qu'on lui a fait subir. Ce n'est absolument pas de la faim quand il pleure la nuit, qu'il ne sait plus prendre le sein, etc. Parce qu'il n'a pas besoin de manger, il a juste besoin de sécurité. Bah oui, c'est qu'à la limite, un bébé qui téterait tout seul, mais avec pas de lait, serait plus heureux qu'un bébé avec un biberon de Nestlé et personne, et pas de chaleur, et pas d'odeur, et pas de cœur qui bat, quoi. Ils ont fait des tests, évidemment, sur les enfants, c'est délicat de les priver de manger ou de les priver de câlins, mais sur des singes, et de voir que le singe choisissait quelque chose qui pouvait être cocooning plutôt que quelque chose qui nourrit, parce que enfin, c'est atroce de voir ces images de petits singes. J'en ai vu un récemment là qui traîne une peluche, qui se motte dans la peluche parce qu'il n'a pas sa mère. Et donc c'est une peluche de singe ah non mais c'est trop triste. Cette étude en fait a montré qu'ils ont fait un singe en fer avec un biberon qui pouvait le nourrir et un singe qu'ils ont reproduit en peluche. Et en fait, l'enfant va préférer mourir dans la peluche que souffrir. Après, il a trouvé un subterfuge, il se met sur la peluche dans une position inconfortable, il va essayer de têter la version métallique. Mais c'est super important. Tu veux regarder un message?
Vas-y, je L'équivalent regarde. néonat, on a parlé. Lorsqu'il y a des difficultés d'allaitement dès la naissance, un bébé peut rester jusqu'à combien de temps sans téter, le temps de démarrer l'allaitement? Alors, ça, c'est pareil. On ne peut pas répondre ou blanc ou noir. Moi, pour avoir travaillé en réanimation néonatale, on a des bébés qui peuvent ne pas manger quasiment pendant 3 jours. Parce qu'on a des soins de réanimation, il ne faut surtout pas les nourrir et c'est tout l'inverse. Donc, un bébé, il peut rester, j'ai envie de dire, plusieurs heures, on va dire 5, 6, 12 heures, sans manger, sans boire. Par contre, c'est pas normal. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi l'enfant ne se nourrit pas ou pourquoi l'enfant ne cherche pas à téter, ça, c'est pas normal. C'est qu'il y a forcément eu un traumatisme et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. L'enfant dont je vous parle, là, de cette expérience-là, si l'enfant, il a hurlé toute la nuit, c'est pas parce qu'il avait faim et c'est pas parce qu'il n'avait pas le sein à disposition, c'est parce qu'il y a un autre problème, un problème à se jouer qui est souvent de l'ordre sécuritaire. Pour avoir fait de la néonate, c'est des enfants qui peuvent pleurer toutes les nuits alors qu'ils sont alimentés. Ils ont des protocoles de sonde gastrique toutes les 3 heures. Les enfants sont nourris et pour autant, ils pleurent. Donc, c'est vraiment une réassurance et un besoin sécuritaire. Mais se dire qu'un enfant peut rester 6 heures sans manger, oui, mais c'est pas l'objectif non plus. Non, voilà, non, mais c'est ça, c'est pas l'objectif. Non, mais l'idéal, c'est qu'il ait le sein à portée de bouche au signe d'éveil et non pas au signe de faim, parce que ça n'a pas de sens. Donc, parce que succion, déglutition, c'est sa life. Succion, déglutition, il a fait que ça dans le liquide amniotique, et donc il faut qu'il continue de faire ça. Donc, bah, le sein, il y a plusieurs questions intéressantes. Alors, la leche leak, peut-être plus tard, de dire ce que tu penses de la leche leak. C'est une session. Bah, d'abord, ça dépend qui, parce qu'il y a du monde dans la leche leak, donc je pense qu'il y a autant de profils que de. Mais bon, bah, il y en a qui sont un peu forts. Bref, c'est pas à moi qu'on pose la question. Ne peut-on pas envisager des balances à impédance-émettre, à l'impédance? Ah oui, bah, c'est quoi la densité dans les matières pour distinguer entre le liquide et. Ah oui, d'accord. Bon, c'était pour le sujet de tout à l'heure. C'est intéressant, Denitsa, c'est scientifique. Je suis même pas sûre qu'ils aient envie de comprendre, donc c'est ça le problème. Jusqu'à quel âge y a-t-il un réel besoin de lactation, donc d'allaitement la nuit? Tiens, je sens qu'il y en a qui ont du mal à dormir la nuit et qui ont envie de savoir si elles peuvent dire merde. Pardon. C'est important, je vais y répondre. Je finis juste sur le colostrum et sur le début. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a dit un équivalent colostrum, on est à peu près sur 30 millilitres de substitut du lait maternel pour l'équivalent 5-7 à peu près millilitres de colostrum. Par contre, le temps de digestion est extrêmement différent. Là, quand on parle de lait artificiel, pour 99% des enfants, on est sur un lait de vache. Un lait de vache est une grosse protéine. Cette grosse protéine est faite pour des veaux. Les veaux sont allaités 1 à 2 fois par jour. Le reste de l'autonomie appartient à la mère, ce qui est complètement différent chez nous, puisque nous, on a tout intérêt à avoir une proximité avec nos enfants pour développer aussi ce fameux néocortex et développer notre cerveau. Le veau, lui, il va rester dans son coin à attendre que sa mère, elle passe 1 ou 2 fois dans la journée et c'est tout. Nous, nos enfants vont avoir une petite estomac, petite quantité pour pouvoir aussi y revenir souvent, se sociabiliser, avoir des interactions avec sa mère et le colostrum, lui, se digère en 40 minutes quand un lait artificiel se digère en 1h30, 2 heures. D'où les 3 heures, 4 heures entre chaque alimentation d'un lait artificiel pour laisser un peu le temps à l'estomac de digérer ces grosses molécules. Ce qui n'est absolument pas le cas pour un lait humain. Un lait humain, en 40 minutes, l'enfant peut réclamer de nouveau à avoir un besoin de réflexe de succion toutes les 40 minutes et avoir un besoin nutritionnel de pouvoir prendre les quelques gouttes de colostrum, non pas que pour se nourrir, comme on l'a dit d'un point de vue nutritionnel, mais affectif et démarrer les mécanismes des corps cétoniques. Voilà pour ça. Quel liquide perd le bébé, la perte de poids? C'est l'œdème, en fait. C'est l'eau qui reste stagnée à l'intérieur même des cellules et qui va, au fur et à mesure, se vidanger et uriner. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle un Lasix ou un diurétique, en fait. On va lui faire enlever de l'eau qui a stagné dans ses cellules. Donc, c'est un œdème général. C'est pas un œdème au niveau du ventre, au niveau de je sais pas quoi. C'est vraiment un œdème général, c'est-à-dire que la cellule se gonfle d'eau parce qu'elle a reçu trop d'électrolytes pendant la période néonatale. Et donc, l'enfant va se vider pour que sa cellule récupère ce qu'on appelle son osmolarité normale. Vous voyez, c'est les échanges osmotiques. Hein, on met les concentrations s'équilibrent à travers les membranes des cellules. Voilà, donc ça marche dans le végétal, ça marche dans l'animal. À travers la membrane, c'est pour ça que nos larmes sont salées, c'est qu'a priori, bon après avec les théories complotistes, des fois je me demande si tout ça c'est pas du vent, mais a priori les premières vies animales se sont créées dans l'océan et donc l'eau de mer c'est salé et ça contient tout un tas de trucs, notamment du cyanure, ça m'avait marqué. Et donc finalement, nos larmes, c'est l'eau de mer dont vient la vie parce que à travers la membrane de la première cellule vivante, les échanges équilibrent les concentrations. Donc c'est pour ça que quand on met des cornichons dans un bocal de vinaigre avec plein de sel, bah, le cornichon devient salé. Bon, bah là, le bébé, il flotte dans un truc où on a balancé beaucoup de liquide dans la maman et donc ces cellules se gonflent aussi et ensuite ça va se...
Je voulais bien juste que ce que tu penses. Alors, lactation la nuit, c'est une vraie question. Caroline, c'est touchy comme question. Tu veux dire d'allaitement, hein. Combien de temps un bébé officiellement peut avoir besoin d'être allaité la nuit? C'est plus un problème nutritionnel, là, c'est un problème relationnel. Et donc, moi, je sais pas Faux. quel. Faux. Le bébé va avoir besoin de téter la nuit en fonction de la production de la mère. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont faire leur nuit, les mamans qui vont faire leur nuit très tôt. Même sur les 5-6 premiers mois, on a des bébés qui ne têtent quasiment pas la nuit et les mamans sont OK avec ça. Quand je dis OK, c'est-à-dire que leur physiologie leur permet aussi de tenir 5, 6, 7 heures sans que le sein soit drainé et sans que le bébé tète. Il y a d'autres morphologies et de la mère et de l'enfant qui nécessitent de stimuler cette fameuse prolactine, puisque la prolactine dont on a parlé tout à l'heure, elle est très efficace, elle est stimulée par l'hypophyse, surtout entre minuit et 5-6 heures du matin. Donc normalement, on va dire dans la norme, même si j'aime pas dire ça, les bébés sont en capacité, tant qu'ils tètent, de réclamer une à deux tétées la nuit. Entre minuit et 5 heures du matin, il y a entre une et deux tétées, et ça, que l'enfant ait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, en général, il y a toujours une à deux tétées la nuit qui sont dans un objectif de maintenir une prolactine. Après, il y a ce qu'on appelle le mécanisme autocrine, c'est-à-dire que la glande mammaire s'auto-régule seule, elle sait qu'il y a un enfant qui est allaité, et donc elle va produire plus ou moins, même s'il n'y a pas de bébé qui tète ou de stimulation. Et ça, on a certaines mamans qui n'ont pas besoin d'avoir des stimulations la nuit par le bébé le sait et le bébé dort. Et donc, on est sur des cas dits exceptionnels. Ça arrive, et ça arrive assez souvent, mais globalement, tant que l'enfant tète, il y a des tétés la nuit. Ah bon Dieu, bah là, alors bon, bah, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que moi, à 3 mois, ils dormaient, je les ai allaités exclusivement jusqu'à 6 sans problème. Ils n'ont rien fait d'autre que mon lait. Mais donc, bah, chapeau pour celles qui tiennent 2 ans avec des réveils nocturnes, parce que moi, clairement, c'est pas possible, quoi. Et dans l'allaitement, les réveils nocturnes font partie de l'allaitement maternel jusqu'à au moins 18 mois. Donc, il n'y a Ah pas, ouais. pas d'âge. Je dirais surtout que ça dépend de la stimulation de l'enfant, de la production de la mère et de la succion de l'enfant. Parce qu'un bébé qui tète bien et qui stimule bien en journée, on va avoir moins de difficultés à avoir un besoin de stimuler la prolactine de manière inconsciente la nuit par l'enfant ou par un tire-lait. C'est ce qui se passe notamment en néonatologie où les bébés sont hospitalisés parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois en réanimation et on se retrouve avec des mamans pour lesquelles pendant des années à mon époque, on leur disait dormez la nuit, tirez votre lait la journée, ça suffit. Ça ne suffit absolument pas. Parce que zéro affect, zéro stimulation et pas de bébé qui tète. Et donc, en leur faisant stimuler la nuit, en faisant 3 tirages la nuit, c'est-à-dire un vers 10 heures à peu près, un vers minuit, 1 heure du matin et un vers 4 heures, on a explosé les stocks de lait maternel pour les prématurés et pour leurs bébés. Donc, il y a un réel besoin de stimulation de prolactine la nuit. Et encore une fois, attention, moi j'en suis un cas, Nina est un cas, il y a des cas pour lesquels il n'y a pas besoin. Donc, ne pas Ah, rêver. toi aussi, t'as fait tes nuits? T'as fait tes nuits à quel âge? Non, je veux dire, ta fille, ouais, la nuit, elle a dormi à partir de. Ah, mais moi, c'est une catastrophe dans le sens positif, c'est que moi, à 3 semaines, elle faisait déjà quasiment ses nuits. Moi, je ne les faisais pas. Ah, Par contre, elle a refait une petite régression vers 4 mois et après, elle faisait ses nuits. Même pas 6 mois, elle faisait déjà complètement ses ouais. nuits. Par contre, moi, j'avais une grosse production de lait, donc ça explique aussi que j'avais une prolactine qui était quand même très au taquet. Donc, comme Ouais, c'est bien, tu peux te venger. Je la réveillais pour qu'elle mange. Tiens, tac. Juste bah, pour. moi, je faisais pareil et je tirais même la nuit des fois quand je partais au boulot parce que je partais tôt le matin, j'étais obligée de tirer mon lait parce que je savais que ça n'allait pas suivre. Donc, c'est moi qui ne suivais pas pour le coup. Ok. Ouais, c'est très intéressant. Lorsqu'il y a des difficultés d'allaitement dès la naissance, un bébé peut rester jusqu'à combien de temps? Donc ça, pardon, vous l'avez dit. Des formes de. J'ai l'impression que tous les bébés perdent du poids. Le mien n'a pas perdu de poids du tout. Je voulais juste comprendre peut-être. Alors, ce qui sera intéressant, Emma, c'est que tu nous expliques peut-être comment ton accouchement a eu lieu, comment ça s'est passé, et si on est sur un bébé qui a été très régulièrement et que tu as eu une montée de lait qui s'est faite très rapidement, on n'a pas eu le temps, en tout cas, ça ne s'est pas vraiment vu sur la perte de poids. Bah, l'accouchement, j'ai accouché chez moi. Moi, j'ai accouché en Angleterre. Et en Angleterre, en fait, ils nous font tirer notre colostrum à partir de 38 semaines. Et donc, j'avais des seringues plein le congèle. Et donc, c'était déjà en action, quoi. Ça veut dire que Et, toi, tu lui as donné des seringues de colostrum à la naissance? Bah, non, je lui donnais le sein et puis mon mari, des fois, il lui donnait des seringues Donc, voilà, tu as en ta réponse. complément. T'as ta réponse. Accouchement physiologique à la maison. Donc, ça veut dire que déjà, l'ocytocine, l'éjection, elle est au taquet. Donc, ça veut dire que ton bébé a reçu
très rapidement du colostrum dont il avait besoin. Et si en plus il avait le colostrum prénatal, il a entre guillemets pas eu le temps de perdre de poids puisqu'il avait déjà une nutrition continue quasiment équivalente à celle qu'il avait dans le ventre. Après, la perte de poids, dans le cas de l'hospitalisation, ça devient systématique. Il y a des bébés pour lesquels il n'y a quasiment pas de perte de poids, comme il y a des mamans pour lesquelles il n'y a quasiment pas, moi j'ai des mamans qui me disent j'ai quasiment pas eu de montée de lait. En fait, c'est pas qu'elles n'ont pas eu de montée de lait, c'est qu'elles n'ont pas ressenti ce qu'on ne devrait pas ressentir. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas ressentir de la douleur, on ne devrait pas avoir les seins qui explosent. Si on a les seins qui explosent, c'est que notre enfant n'a pas suffisamment drainé et régulé sur les 3 jours et on se retrouve avec limite un engorgement plus ou moins physiologique, voire une mastite pathologique. Hein. D'accord. Ouais, Ce qui est normal. Ce qui est normal. Dit normal. Normal. Depuis que bébé fait ses nuits, la lactation a drastiquement diminué. Ben voilà. Ici, j'en ai encore, mais quand je tire, c'est minime. Bébé, 23 mois, c'est ça. En fait, si on veut maintenir vraiment une lactation, il faut au moins avoir une ou 2 tétées nocturnes et ou voir un tire-lait. Je parle pour la néonate. Après, que la lactation diminue drastiquement à 23 mois, c'est aussi normal. Si on prend, pareil, d'un point de vue un peu plus médical et un peu plus scientifique, on fait à peu près 800 ml de lait sur les 6 premiers mois, puis on descend à 600 ml puisqu'on considère, enfin le corps humain, considère qu'il y a à peu près 20 grammes, 200 ml d'apport externe de l'enfant qui commence à se diversifier. Et à partir d'1 an, on est sur du 400 ml sur 24 heures. Donc cette baisse drastique du lait, en fait, elle est aussi physiologique pour pas qu'il reste non plus accroché jusqu'à 18 ans. Oui, c'est mieux. C'est l'allaitement non écourté à 18 ans. Ouais. Est-ce que vous savez jusqu'à quand l'être humain est fait pour allaiter son petit? Bah, les dents de lait, soi-disant, c'est ça, 5 ans? 7. 7. Ouais. 7 ans. On est dans une maturité immunitaire complète. On est dans l'âge de raison, donc capacité de raisonnement chez l'enfant, et on est aussi sur à peu près quand la fin des dents de lait sont tombées, puisque l'enfant a des dents pour pouvoir mastiquer et vraiment avoir une alimentation autonome. Ouais. Il y en a qui tiennent jusque-là aujourd'hui. Oui. Ouais. Moi, j'avoue, mais après, c'est moi, mais ça me fait quand même un peu bizarre. Voilà. Mais c'est moi. Hein. Après, ce qu'il faut bien retenir aussi d'un allaitement qu'on appelle long, mais qui, moi, j'appelle plutôt un allaitement de l'être humain, c'est on est sur des tétées 1-2 fois par semaine. On n'est pas sur des tétées régulières, récurrentes. Okay. Même si j'aime pas ce parallèle, mais c'est un petit peu les doses d'Actimel. Là, on est vraiment sur de l'immunité et d'hormones de croissance pure. On n'est vraiment pas dans un objectif alimentaire. On est vraiment sur je te donne ta dernière dose de vaccination, quoi. Ouais, excellent. Fanny demande est-ce qu'il y a un ouvrage sur l'histoire de l'allaitement. Alors déjà, Ina May Gaskin, elle a fait le guide de la naissance naturelle, mais elle a aussi le guide de l'allaitement. Que j'ai toujours pas commencé, mais ça va venir. Et puis Marie-France Morel a énormément travaillé sur l'allaitement. Alors, j'ai pas de nom qui me viennent là. Sur l'histoire de l'allaitement, est-ce que c'est l'histoire physiologique ou l'histoire de l'allaitement en France? Parce que vous avez Messin oui. chez Le Good aussi, Anne-Laure Salvetillion qui est exceptionnelle. Comment tu dis? Messin mon choix. Messin mon choix, oui. Anne-Laure, merde, j'ai un doute. Salvetillion, mais c'est Anne-Florence, pardon. Anne-Florence Salvetillion. Là, vous avez toute l'histoire très bien retracée de l'allaitement en France, avec les courants féminisme, avec Simone de Beauvoir qui a bien fait du mal, avec Libérons les femmes et allons au travail et donnons des biberons de lait artificiel, c'est ce qui est le meilleur. Donc ça, c'est sur l'histoire de l'allaitement en France. Elle parle aussi, elle fait des retours un peu sur l'étranger. Ce qui fonctionne bien et ce que j'aime bien quand même aussi pour vous en termes de livres très sympathiques pour les mères et pour vous aussi, c'est le manuel très illustré de Caroline Guyot, qui est quand même très sympathique et fun, on va dire, à lire. Et puis le livre de Susan Colson, le Biological Nurturing, qui est là assez lourd de compréhension. Mais une fois qu'on a compris ça, on a compris aussi pourquoi on ne va plus les mettre en madone et pourquoi on ne va plus non plus les mettre en ballon de rugby pour la position d'allaitement. Merci Naomi, c'est exactement ça, mais c'est mon choix de Anne-Florence Salvetillion. Ouais, merci. Anne-Florence. Ce que j'avais, comme j'avais quand même un peu avancé là-dessus sur l'histoire de l'allaitement et de se rendre compte que tout comme on sabote l'accouchement depuis le néolithique, on sabote aussi l'allaitement depuis le néolithique parce que
l'agriculture a fait bugger, c'est-à-dire que il a fallu plus de main-d'œuvre. Avant, c'était plutôt tranquille. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se foutaient pas sur la gueule, hein. On ne sait pas ce que c'était vraiment la vie de Sapiens avant l'écriture. On sait sur un plan, parce qu'il nous reste comme trace, mais on ne sait pas s'il se marrait, s'il s'aimait, s'il se faisait la guerre. C'est pas évident, hein, quand même. Mais à partir de l'agriculture, ça a foutu le bazar dans tout, les autorités, le fait de rester sur place, de stocker, d'avoir peur qu'on te vole tes machins, et puis surtout de travailler au champ, parce que en fait, plus ça allait, plus il fallait bosser pour que ce soit plus productif, et on se disait on aura à manger pour tout le monde, sauf que comme il y avait de plus en plus de monde, parce que c'est un cercle vicieux, les femmes travaillaient elles aussi au champ, et puis on se disait que c'était pas un problème de pas allaiter les enfants, puisqu'ils pouvaient bouffer de la bouillie. Donc, ils bouffaient de la bouillie. Donc, donc les femmes étaient fertiles parce que l'allaitement est censé quand même être une contraception naturelle. Donc, elles avaient plus d'enfants. On mangeait plus, donc on était en mauvaise santé, mais on crevait pas de faim, de plus en plus nombreux. Et les enfants, les épidémies, système immunitaire moins bon parce qu'alimentation de merde, les dents pourries, enfin tout ce qui va bien depuis le néolithique. Donc déjà, ça a été le bazar sur l'allaitement. Et ensuite, cette belle société de consommation a fait la nécessité de gagner de l'argent et l'allaitement mercenaire a fait des dégâts sur les enfants et sur les allaitements et les liens mère-bébé, parce qu'il y a énormément de femmes qui, quand elles le pouvaient, il fallait qu'elles aient la belle couleur de peau, la bonne couleur de cheveux. Les roux, c'était pas bien vu dans les familles bourgeoises en tant que nourrice, mais qui laissaient leurs enfants pour aller allaiter celles des riches. Et donc finalement, le truc qu'on imagine, nous, génial, maman-bébé, y a des pays où oui, c'est la réalité, ça a pu l'être encore jusqu'à maintenant presque, mais dans nos pays de Toubab, c'est le bordel depuis bien longtemps, quoi. Donc finalement, là, comme pour la naissance, on est plutôt avant-gardiste que rétrograde ici, parce que les femmes, elles n'allaitaient pas tant que ça. Les bébés ont bu le lait de la vache depuis bien longtemps aussi. Et donc, bon, enfin voilà, je ferme la parenthèse, mais l'histoire de l'allaitement, c'est pas bucolique en fait, hein, c'est un peu gore. Et les deux guerres mondiales aussi ont fait beaucoup de mal, hein, parce qu'elles ont été aussi habituées à aller travailler et à remplacer l'homme dans les champs. Et c'est là que l'explosion du lait industriel est arrivée, hein. Si vous regardez sur mon compte Insta, je poste de temps en temps, quand je passe dans les marchés, dans les vieux marchés niçois, j'adore. Ouais. Parce que du coup, je vois toutes les bonnes choses, le bon lait Nestlé, pour faire des beaux bébés, pour faire des grands sportifs. Comment se libérer du poids de la maternité grâce à notre nouveau lait Nestlé riche et le meilleur pour votre enfant. On reconnaît un bébé Nestlé. J'en ai 2-3 aussi que j'ai trouvé sur un vide-grenier. On reconnaît les bébés Nestlé, ils sont tout potelés. C'est fou la puissance marketing de Nestlé et les dégâts qu'ils ont pu faire de mettre des fausses infirmières noires dans les maternités en Afrique, déguisées en infirmières pour aller refourguer leurs produits. Mais c'est marrant parce qu'on raconte ces histoires-là, mais les gens continuent d'acheter du Nestlé. Là, ils ont dû comprendre leur douleur récemment, là. Oui et non, hein, parce que moi, j'ai fait quelques petites apparitions en dessous des posts sur les problématiques actuelles, et il y a quand même quelques femmes qui disent moi, j'ai pas allaité mes enfants, et mes enfants, ils se portent bien, ils sont jamais malades. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi nous culpabiliser, c'est bien notre choix, on fait ce qu'on veut, etc. Ouais. Alors, ce qui est vrai, mais moi, en tant que présidente d'association et des présidentes de consultantes en lactation de France, notre objectif, c'est une prévention collective. C'est pas. Alors, moi, je suis de moins en moins, et là, je pense que je vais avoir de plus en plus de problèmes, mais j'assume, c'est que pour moi, ça devient de moins en moins un choix individuel. Parce qu'à moi, c'est un choix individuel, c'est pas un choix individuel, c'est un choix collectif. Parce qu'à un moment donné, tu fais le choix pour ton enfant. Donc, c'est pas ton choix à toi, c'est ton choix aussi par rapport à la première nutrition que tu vas donner à ton bébé. Donc, on est plutôt sur un choix collectif qui doit se prendre avec des informations éclairées et des informations et des professionnels formés. Parce que moi, en tant que professionnel de santé, c'est un choix collectif. Je me dois aussi de donner les informations pour que la mère fasse le meilleur choix et que son choix ne soit pas juste égoïste pour liberté, autonomie, etc. Donc, moi, je suis puéricultrice à la base. Donc, moi, je suis dans la prévention des enfants. Et la première prévention pour les enfants, c'est la nutrition. Et la première nutrition de l'enfant, c'est le lait maternel. Donc, c'est bien un enjeu public, collectif. Ben oui, vous voyez pourquoi on est copines toutes les deux, non? Parce qu'en fait, moi, les mon corps, mon choix, elles me foutent des boutons, quoi. Enfin, mon corps, mon choix, ça va quand tu prends un labrador, hein. Quand tu fais un bébé, t'écrases. Maintenant, c'est plus ton corps, c'est la maison de ton bébé. Mais quand je dis ça, je te dis pas comment je me fais défoncer, quoi. Mais ça m'horripile, quoi, ce truc de mon corps, mon choix. Faut pas faire d'enfant dans ces cas-là, en fait. C'est partir du moment où tu as la responsabilité d'un autre être humain que toi, tu fais ce qu'il y a de mieux pour lui. Sinon, c'est quoi
reprendre sa vie d'avant, donner des biberons parce que machin, se faire une césarienne de convenance parce que truc. Enfin, c'est sans fin, mais c'est très très encouragé parce que c'est du business, c'est pratique quoi. Et J'étais en retard parce que j'étais sur une maman, 47 ans, maman solo, PMA et grossesse gémellaire. Elle a 4 mois de grossesse. Elle a déjà perdu un enfant avant, quand elle était en couple, sur une IMG, sur une malformation grave anténatale. Donc, il y a eu une IMG. Donc, elle a déjà accouché et elle a donc perdu son bébé qui est décédé. c'est ses ovocytes. C'est ses ovocytes, oui. C'est juste pas ses spermatozoïdes. Ça viendra, ça viendra. Oui, ça viendra. Et donc, elle m'appelle il y a 15 jours pour me dire qu'elle a donc une césarienne de programmée à 37 semaines parce que son âge, parce que gémellaire, parce que, etc. Et en fait, je lui dis, mais comment se passe la grossesse? Ah, elle me dit, la grossesse se passe super bien, mais je suis super anxieuse. Mais en fait, il est parti de l'IMG sur malformation de sa première grossesse pour lui foutre la trouille en disant que de toute façon, elle ne va pas aller à terme et qu'elle mettait ses enfants en danger. Et donc, il préconisait une césarienne à 37 semaines. Des enfants qui vont bien, qui vont bien. Bah ouais. C'est des bibis parce que si c'était des monos, ce serait pas si tard que ça. Donc, c'est des bibis. Non, c'est une monobie. Monobi 37, bah, c'est le protocole. Hein. Alors là, pour le coup, elle s'en tire. Alors, on est dans le protocole au top. Hein. Là, bah, à son âge, qu'il la laisse aller à 37 sur une mono, c'est presque déjà un cadeau, quoi, tu vois. Mais bah, si elle veut préparer ça, tu pourras lui dire où me trouver. Hein. Parce que en ce moment, je lui glisse les choses. Et puis là, on a fait notre première consultation allaitement de jumeaux. Ouais. Bah, en fait, elle se dit, bah, en fait, tout le monde me dit que ça va être compliqué, donc je pars déjà sur un mixte. Donc, je suis en train de détricoter. En fait, notre rôle, c'est de détricoter et d'informer pour pouvoir lâcher la désinformation qu'elle a construite, qu'elle a eue, qu'elle a reçue. Ouais. Bah, si elle veut au moins attendre. Donc, c'est césarienne à 37. Ils veulent même pas essayer une voix basse. Non, non, alors il y en a un qui est en siège, il bouge, elle est à 4 mois, tout va bien. Enfin, c'est un accouchement qui est prévu fin juillet. Elle sait déjà qu'elle a ses césariennes, elle est à 4 mois. Pour moi, bref, c'est un autre sujet qui n'est pas celui-là, mais c'est la continuité du collectif et de l'importance aussi, nous, qu'on ait les bonnes informations et qu'on explique aux mères que quand on est face à des mamans qui nous disent non, mais c'est mon choix, ce n'est que mon choix, bah, c'est pas que ton choix, parce que là, tu fais le choix pour ton gamin aussi à vivre. Ouais, c'est clair. Il y a des questions. Pourquoi pas en ballon de rugby et c'est quoi la bonne position? Donc là, je vais vous poser la question à vous. C'est quoi la bonne position pour vous? Parce que c'est intéressant, ça. Moi, le plus simple, c'était devant. Hop, comme ça, là. Donc en madone. Voilà, en madone. Bah, ouais, je sais pas, moi, à partir du moment où bébé est à l'aise, maman aussi, et qu'il mange bien, c'est la bonne position. Mais par contre, quand on cherche et qu'on trouve pas, c'est intéressant de se faire guider par Suzanne notamment. Par toi. La chose la plus importante à savoir, pour savoir quand est-ce que c'est la bonne position, c'est quand la mère est confortable. Ouais. Et si la mère est confortable, l'enfant est confortable. Ouais. Et vous n'allez pas me dire que quand on est en ballon de rugby ou quand on est en madone, on est confortable. Là, si vous regardez, parce que ça c'est intéressant aussi, ça c'est une question de visuel et d'habitude de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est que si vous regardez tous les allaitements photographiés, peints, etc., les mamans sont droites et en madone. La madone, ça a été inventé par un peintre, d'accord ? Parce qu'il photographiait, parce que c'était droit, parce que c'était esthétique. Si vous allez chercher, parce que je m'amuse à faire ça moi quand je vais en vacances, quand on va visiter les musées ou quand on va dans les églises notamment, vous avez les fresques tout en haut. Et là, vous avez la femme avachie, complètement avachie avec un bébé qui est tout du long avachi sur le ventre de sa mère. Et ça, c'est l'allaitement instinctif, c'est l'allaitement que décrit notamment Suzanne Colson. C'est-à-dire que la mère, elle doit être confortable. Pour être confortable en tant que mère et en tant que mammifère, certes, mais bipède, on a besoin d'un appui plutôt assis, mais assis avachi. Quand vous êtes, moi, c'est ce que dit Suzanne, mais c'est ce que je dis aussi, quand vous êtes en train de regarder une série pendant 5 heures, vous n'êtes pas assise droite sur la chaise en train de regarder, vous êtes avachi dans votre canapé avec un besoin de ce qu'on appelle de confort 100% du corps. C'est-à-dire que tout votre dos, vos épaules, vos bras, votre tête est en appui sur quelque chose. Donc, si la mère est dans cet appui-là et dans ce confort-là, elle va pouvoir allaiter 8-12 fois par jour sans avoir de complications.
Et ce que dit Suzanne, c'est que notre mammifère à nous, notre petit bébé, n'est pas bipède. Quand il naît, il est quadrupède. Pour être quadrupède, ça veut dire qu'il a besoin de ces 4 points d'appui, notamment des mains et des pieds, pour pouvoir se stabiliser. Et pour pouvoir se stabiliser au sein, il a besoin de ces appuis-là. Donc, en étant en position, et je l'ai vu, en position ventrale, comme un mammifère à 4 pattes, il va avoir besoin de ces 4 appuis-là. Comme de par hasard, ça va donner un appui du nombril, l'ombilic, par lequel il a été alimenté pendant 9 mois. Et surtout, ça va mettre une pression au niveau des fesses et au niveau du bas, et pas une pression au niveau de la tête. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une tête beaucoup plus libre, une mâchoire plus ouverte, avec une prise en bouche beaucoup plus large. Donc, ventre contre ventre et gravité positive. Si je vous prends l'exemple, c'est pas... je vais chercher mon bébé parce que sinon, c'est pas intéressant. Alison, si tu t'hésites pas, si tu as envie de parler après de ta foiré tes 2 allaitements donc bon, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ces points de suspension. Quand on allaite en madone, attendez, vous voyez, ouais. Quand on allaite en madone, on est droite et on est à l'équerre. Pas de support au niveau de mon bras et un bébé qui a les pieds dans le vide. Pas d'appui. Ou alors on va le chercher à le sécuriser. Ou alors il bat des pieds, il bat des mains et il est perdu. Là, on est sur une madone, quelque chose de droit qui ne respecte absolument pas la physiologie où la mère doit être appuyée et la physiologie du bébé qui doit être ventre contre ventre et corps complètement en appui. C'est-à-dire que ces extrémités sont dans le vide. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va essayer de ramener l'enfant, etc. Mais souvent, c'est des bébés qui font le pivert et qui cherchent à trouver le sein parce qu'ils ne sont pas stabilisés. Si on s'installe avachi, c'est-à-dire beaucoup plus incliné, la gravité positive va amener mon bébé, si je lâche, et je vais vraiment le lâcher, mon bébé va venir sur le sein. Il est un peu tombé bas, mais il va venir sur le sein naturellement. Donc, on appelle ça une gravité positive. Si je suis en madone, je vais mettre ton ballon de rugby parce que j'ai vu passer le ballon de rugby. Si je me mets en ballon de rugby, qui a été inventé par un homme, hein, évidemment, à moins que vous ayez fait 20 ans de rugby, pour certaines, mais le ballon de rugby a été inventé par un homme. Si on est en ballon de rugby, la gravité est négative. C'est-à-dire que si je lâche, l'enfant tombe vers le bas, alors que si je suis inclinée, l'enfant tombe vers moi, vers le sein, donc il n'a pas d'effort à faire. Et il va être les mains et les pieds, là on ne les voit pas, mais ils sont en appui complet sur mon corps. Et le bébé va tenir quasiment seul. Là, je suis un peu trop inclinée, il faudrait que j'incline un peu mon fauteuil, mais je ne peux pas le faire. Mais mon bébé va tenir quasiment seul. Donc, c'est-à-dire que le poids va être dans sa base, au niveau de ses fesses, légèreté au niveau de la tête pour pouvoir téter, et surtout, la mère ne va pas avoir les 50 kilos à venir sur le bras pour lutter en permanence contre la gravité qui l'emmène vers le bas, vers l'opposé du sein. Question. Si on a habitué notre bébé en madone, moi j'ai toujours eu l'impression qu'en fait dès que je me mets en arrière par exemple, en fait il se tend et il fallait que j'aille vers très inconfortable. Complètement d'accord. Mais du coup je vais vers l'avant et j'ai l'impression qu'en fait que ça plaît pas vers l'arrière. Tu as tout dit. Il y a 2 choses dans ce que tu dis. La première chose, c'est que effectivement, tu l'as habitué. Donc, c'est un enfant qui a appris à téter de cette manière-là et qui a appris à se sécuriser dans ces gestes-là. Et la deuxième chose, c'est que si le bébé a besoin d'être dans une gravité négative avec un sein au-dessus de lui passivement, c'est que peut-être il a eu besoin aussi d'avoir et a été habitué à avoir un flux de lait avec un réflexe, puisque dans ces cas-là, tu mets le sein dans la gravité positive. Et donc, le lait coule beaucoup plus facilement pour lui. Et donc, c'est ça qui peut l'agacer quand tu le rebascules dans l'autre sens au bout de quelques semaines, quelques mois. Ouais. Souvent, quand on a des bébés qui ne veulent pas se mettre en BN, en Biological Naturally, en position physio, c'est aussi peut-être parce qu'il peut y avoir des tensions mâchoires. Donc, un bébé qui va avoir du mal à garder une mâchoire fermée quand on lui donne la possibilité de lâcher la pression sur la mâchoire. Ça dépend énormément de l'accouchement et de la position fétale aussi du bébé dans le ventre. Le moins d'effort ni pour le bébé ni pour les mamans, c'est exactement ça. L'allaitement, c'est 0 effort. Alors, je vous rappelle qu'on est des êtres humains et qu'on est des feignants et des feignasses. Donc, si tu demandes à une maman de mettre le bébé 8 à 12 fois par jour et d'être en position droite, position peinture,
je peux te dire qu'elle va vite arrêter parce qu'elle va être fatiguée. C'est comme ça aussi qu'on a eu beaucoup d'accidents dans les maternités, qu'on a eu maintenant nos protocoles où on n'a pas le droit de dormir avec nos bébés parce que les mères sont folles et que les mères écrasent les enfants à la maternité et qu'il faut surtout pas qu'elles dorment avec leurs enfants. En fait, il faut pas qu'elles dorment avec leurs enfants si elles sont pas installées confortablement. Une mère qui est installée confortablement, gravité positive pour elle et pour son bébé, qui est sécurisée au niveau des bras, il n'y a aucun risque qu'elle tue son bébé. Aucun. Par contre, si on lui demande de l'allaiter en madone et de rester comme ça pendant 20 minutes de la tétée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être fatiguée à juste titre et donc elle va chercher des points d'appui. Si elle va par là, ça va. Mais si elle va par là, paf, elle va écraser son gamin et elle va se réveiller. Oh merde, je me suis endormie. Elle s'est endormie en éclatant son bébé parce que la fatigue est plus forte. Par contre, si je suis comme ça, que mon bébé est gravité positive, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de mes mains quasiment, je le maintiens. Et là, je m'endors, c'est ma tête qui va partir. Mais si mon corps et mon bras est maintenu sur mon accoudoir, mon oreiller ou ce qu'on veut, l'enfant, il ne va pas s'étouffer tout seul, il n'est pas fou, il ne va pas s'étouffer dans le sein. C'est juste que la mère, en étant confortable, le rend confortable et l'enfant va pouvoir graviter dans la niche que la mère va lui avoir créée. Et on est dans ce qu'on appelle une ouverture de corps. C'est-à-dire que là, mon corps est ouvert. Il va pouvoir voyager. Si je suis comme ça et je suis comme ça, mon corps, je me lève. Mon corps, il est fermé, d'accord? Je maintiens mon bébé. Donc, si je dors, je lâche tout et donc, je l'écrase. En tout cas, c'est le risque qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de dire oui. Moi, je dis oui, il faut dormir avec vos bébés. Mais quand on est sur une sécurité confort maternel prioritaire. Elle était allongée sur le côté. Moi, j'ai mis du temps parce que j'arrivais pas. Puis j'arrivais pas, quoi. Mais sauf qu'à un moment, ça s'est imposé parce que s'asseoir, je m'asseyais dans le lit, alors vraiment comme ça, avec rien derrière. C'est très pratique. Et à un moment, je me dis, c'est pas possible. Il faut que j'apprenne à allaiter allongé. C'est hyper agréable d'allaiter allongé parce que là, du coup, tu te rends paf, bébé aussi. Puis voilà, et on, ouais, je sais pas. Non, c'est bien allongé. Quand on Sur a le côté, bébé sur le matelas et sur le côté. ouais. Là, on est dans ce qu'on appelle mère position fétale. C'est-à-dire que toi, naturellement, tu vas te remettre en C, donc tu vas protéger ton enfant. Donc, pareil, il n'y a pas de risque au niveau de l'écrasement ou de la mort subite du nouveau-né. Par contre, on reste sur ce qu'on appelle une gravité négative. La gravité négative, c'est-à-dire que c'est ton sein qui va venir sur l'enfant et l'enfant est passif ou sur le côté, ce qui est un peu moins stabilisant. Je répète, si tout va bien, si l'enfant va bien et que la mère va bien, on n'en a rien à foutre de savoir si c'est le rugby, le handball, le à l'envers, le coucher sur le côté. On s'en fout. Si tout va bien, tout va bien. Et j'ai même envie de vous dire, tout ce que je vous explique là, ça reste surtout dans vos têtes. Mais c'est surtout pas à dire aux mamans. Une maman qui accouche à la maison et qui va mettre son bébé au sein, tu as juste à te taire. Et comme dit Suzanne et toutes les bonnes sages-femmes, tu vas tricoter dans le fond du couloir et tu vas faire semblant d'aller nettoyer ta tasse à tisane. Tu n'as pas à lui dire comment mettre son bébé au sein. Elle va dire, ah, j'arrive pas, c'est compliqué, etc. Et tu lui dis simplement, mais regarde ton bébé et les choses, elles vont venir et ça va se faire tout seul. Et la position qu'elle va prendre sera forcément la meilleure. Sauf si elle a lu beaucoup, écouté et qu'elle sait qu'il faut qu'elle mette son bébé en madone ou en machin ou en truc. Mais une maman qui va avoir complètement déconnecté, qui va naître à la maison pour avoir fait des accompagnements, parce que je suis aussi doula dans une autre vie, mais les mères, il n'y a surtout rien besoin de leur dire. Surtout rien. Et elles vont essayer parce qu'elles sont fatiguées et elles vont s'avachir, elles vont se mettre dans une position naturelle. Le bébé, il va venir, elle va prendre, il va téter et point barre. Le bras, la tête, l'axe, le truc, on s'en fout complet. Et je vais même ajouter qu'avant, moi, quand j'ai appris il y a 20 ans, il fallait que la tête soit dans l'axe des épaules et des hanches. Magnifique. Mais alors, si l'enfant, il est sorti comme ça, ou avec une ventouse, encore mieux, ou alors avec des forceps, il a la tête comme ça, ou s'il avait une position fétale qui faisait qu'il avait une tête préférence d'un côté, et ben vous n'allez jamais pouvoir le mettre en position droite, les épaules dans l'axe. Et il faut surtout pas, on va le sécuriser dans une position dite antalgique, c'est-à-dire c'est une position qui ne lui fait pas mal. Par contre, nous, en tant que consultante en lactation, IBCLC, s'il tète et qu'il est comme ça, on va le laisser téter comme ça, et par contre, on va le dire, ça serait peut-être bien d'aller voir l'ostéo parce qu'il y a Voilà, un problème. Ouais, mais on ne va pas essayer de réaxer l'enfant à ce moment-là parce qu'on va lui faire mal. C'est comme si toi, tu as un torticolis, on te dit remets la tête droite quand même. Et du coup, les conseils de conseillères en lactation qui disent de s'entourer de 1000 coussins, ça sert à rien, c'est ridicule. Alors, encore deux choses.
il y a une grosse différence à faire, et là, je vais m'énerver, entre conseillère et consultante en lactation. Les conseillères, c'est une personne qui peut avoir fait 2 heures de formation, 3 heures de formation. Une consultante en lactation dite IBCLC, c'est un diplôme internationalement reconnu qui nécessite 2500 heures de pratique, d'avoir eu des formations spécifiques médicales et d'avoir réussi et validé un examen que l'on doit recertifier et que j'ai recertifié moi cette année pour la 3e fois, qu'un examen qu'on doit recertifier tous les 5 ans, qui veut dire qu'on est à jour de ce que je vous dis là aujourd'hui et que demain, c'est pour ça que c'est ce que je disais avec Sylvie, c'est peut-être plus valable demain, mais nous, on se doit d'être à jour chaque jour des derniers articles, des dernières choses, et on est évalué sur les dernières connaissances tous les 5 ans. Donc, conseillère consultante, c'est complètement différent. Donc, attention à votre vocabulaire quand vous voulez, si vous avez, vous, dans vos accompagnements de démarrage d'allaitement des difficultés, c'est une consultante en lactation IBCLC qu'il faut aller voir. Pour moi, c'est indispensable. C'est comme pas n'importe laquelle, hein, parce qu'il y a des saucisses là-dedans aussi. Hein, parce que les 2500 heures, tu peux les avoir faites avant d'apprendre quelque chose de cohérent. Hein. C'est toi qui me l'as dit ou c'est une autre? C'est possiblement moi, parce que c'est exactement ça aussi. Mais dans les saucisses, 2500 heures, mais dans les saucisses, on a quand même des auto-évaluations et des obligations normalement qui sont, je l'espère, à jour. Mais elles ne sont pas toutes, effectivement, quand elles sont dans le fin fond, parfois du Larzac, et ça, j'ai rien à voir avec le Larzac, mais des fois, quand elles n'ont pas envie, c'est pareil. Elles arrivent pour la recertification et elles se forment en 6 mois, et ça fait 5 ans qu'elles font ou 4 ans qu'elles font de la merde. Ça, c'est clair. Bah ouais, mais qui vont refourguer un biberon parce que bébé a perdu plus de 10%. Enfin, c'est aussi des consultantes IBCLC qui font ça quand même, non? Ben, le problème, c'est que celles qui travaillent à l'hôpital sont dans les obligations de protocole. Ben voilà, donc faire ça. Donc en fait, si vous voulez une consultante, bah, vous avez Céline du coup. Non, mais... Oui, et d'autres aussi, mais c'est pareil, vous avez la meilleure des consultantes en lactation de France sur l'association qui vous permet aussi d'en avoir des plus proches. Après, Densita, Denitsa, pardon, je l'ai accompagnée que à distance. Et on était pourtant sur des complications difficiles, et même moi je m'étais dit waouh, à distance ça va être compliqué, mais en fait ça l'a fait. Donc c'est possible aussi à distance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux être avec une personne au-dessus de vous, compétente, en qui vous avez confiance, que de se dire ça me dépasse, j'envoie une conseillère. Et là non, parce que là vous savez pas sur qui vous tombez, et on n'a pas tous ces mêmes connaissances cliniques déjà et médicales. J'en ai évidemment oublié la deuxième question. C'était quoi? Là, et je vois, il y a Naomi, coucou Naomi, qui dit les recos ont changé en Suisse, peser bébé à 24 heures de vie. Tu vas nous retrouver ces nouvelles recos. Tu as entendu parler de ça, Céline? Bien sûr. Naomi est en Suisse. Oui. Donc, voilà, les Suisses ont tout compris. Ce serait quand même pertinent, mais je pense que c'est pas forcément le problème, mais on a déjà abordé ça, puis tu aurais un million d'autres choses à dire sur ça, mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pas mis en place, okay. Il faut être attentif quand même de ne pas être toujours trop rassurante, entre guillemets, parce que si bébé fait super bien ses nuits à 2 jours, et puis qu'en fait il est vraiment mou du genou, ben, il peut se retrouver dans une situation de faiblesse. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, quoi. C'est physio, c'est naturel, c'est intuitif, c'est instinctif, c'est tout ce qu'on veut, jusqu'à un certain point, parce que des fois, quand même, on a besoin d'une prise en charge qui est plus du tout dans la physio, mais parce que parfois, il y a un truc qui merde. Et dans notre situation, il faut faire toujours très attention à ça, d'aller le plus loin possible dans la physio, mais de faire gaffe, de ne pas faire de conneries, parce que là, pour le coup, ça peut nous coûter très, très cher. Encore plus quand on est, nous, rien. Hein, on n'est rien, hein, clairement, nous. Toi, tu es formé, tu es diplômé. Donc, il faut faire attention de s'en référer à des professionnels, des vrais, quand on a un doute, parce qu'il y a un espèce d'élan en ce moment là de dire fuck le médical, machin, sauf que des fois, le médical est nécessaire. Donc, il faut faire attention quand même. Tout à fait. On peut être face à des enfants qui ont eu des naissances extrêmement difficiles. On peut aussi être face à des enfants qui ont des troubles de succion. Hein. On peut parler aussi des freins de langue restrictifs. À un moment donné, on a dit ouais, c'est un phénomène de bol, sauf qu'en fait, on se rend compte quand même, il manque une molécule, ce qu'on appelle le M-méthyl-CHFR, bref, qui fait qu'on a un problème au niveau de nous en tant que femmes. Hein.
on a un manque en acide folique et en absorption du fer qui fait qu'on crée des malformations au niveau de la langue. Et ce fameux petit fil de frein de langue qu'on a tous, hein, et ben, au lieu d'être en stade 4, c'est-à-dire complètement mature, il se retrouve immature sous la langue. Et là, on peut avoir des enfants pour lesquels la succion est compliquée, avec des bébés qui perdent du poids parce que la succion n'est pas efficace, une baisse de la lactation parce que le bébé ne stimule pas. Et là, ça peut très, très vite être la catastrophe. Et Voilà. là, il va y avoir un besoin d'utiliser des compléments de lait artificiel. Et là, heureusement qu'ils sont là aussi dans Voilà. certains cas, parce que moi, je me retrouve des fois avec des mamans à 1 mois hier, 1 mois, ouais, presque 1 mois, l'enfant. L'enfant, il prend pas de place, sa mère a des crevasses de la mort, mais comme c'est un deuxième, elle s'est acharnée. La sage-femme lui a dit serre les dents et ça va se passer. En fait, l'enfant, il a un frein de langue meumeux, donc ça va jamais passer. Si l'enfant et la mère, elle a des crevasses depuis 1 mois, il y a un problème. L'allaitement, c'est pas juste vous vous mettez allongé, avachi et le reste va se faire. Alors, 80% du cas, c'est le cas, mais les 20%, c'est important de pouvoir les prendre en charge. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il faut faire attention de déceler quand il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai la Bible sur le frein de langue, mais je ne l'ai toujours pas lue. C'est la collection de bouquins Je l'ai. Vous connaissez cette collection Je l'ai? Moi, j'en ai plein de la collection Je l'ai. Parce qu'il y a la collection J'ai lu. Non, c'est un mec qui a fait un sketch comme ça. Les bouquins dans la collection J'ai lu, c'est complètement con parce que tu n'achètes pas un bouquin de la collection Tu l'as lu, tu vois. Enfin, par contre, la collection Je l'ai. Et ça, pour te coup, la collection Je l'ai, j'en ai beaucoup. Donc, c'est la référence sur les freins de langue parce que c'est vrai que ça me pose question, ce besoin d'aller couper des trucs. Donc, il y a ceux qui disent c'est pas un problème. Il y a ceux qui coupent un peu systématiquement, comme les prépuces qui décalotent pas bien. Et donc, de trouver ce fameux juste milieu. Il y a le docteur Bourgeois qui est très bien, que vous pouvez suivre sur Instagram, qui est quand même plutôt très bien et qui est vraiment partisan de rééduquer, remuscler et travailler plutôt dans le romyo-fonctionnel plutôt que de couper. Il est plutôt pas mal. Nous, on va l'avoir sur le congrès de la FCL, justement, des consultantes en lactation. Il est vraiment plutôt bien et assez humain. Comment tu dis qu'il s'appelle? Bourgeois. Ah oui, bah oui, d'accord. Docteur Bourgeois. Et il a fait quelques podcasts sympathiques qui expliquent aussi facilement et clairement le défaut en fait de fabrication du frein. Bon, on n'est peut-être pas là pour ça, hein, pour expliquer, mais si vous avez besoin. Non, c'est intéressant. Ou est-ce que c'est l'acide folique? Enfin, c'est le même problème. Enfin, c'est généré par une carence comme le spina bifida. C'est toute la ligne là. Il y a des failles dans toute cette ligne neurale. Hein. Exactement. Donc, plus ou moins grave. Il y a des défaillances en fait génétiques qui font que la maturation ne va pas jusqu'au bout. Et quand on est en vie fétale, en fait, la mâchoire inférieure et la langue ne font qu'un. Puis petit à petit se détachent pour devenir langue et mâchoire inférieure. Et entre les deux, il y a un petit fil. Si vous regardez, moi qui travaille en néonatologie, quand les enfants ils naissent à moins de 21 semaines, ils ont ce qu'on appelle comme des canards. Ils ont les doigts palmés avec un petit fil de peau entre chaque doigt. Jusqu'à ce que la maturité 27 semaines arrive, le petit fil de peau il vient se positionner au bon endroit au niveau du doigt. Bah, si vous le basculez de l'autre côté, c'est pareil. Ça, c'est mâchoire inférieure, ça, c'est la langue. Donc, quand ils sont en position fétale, tout est collé. Ça se décolle petit à petit avec le fil. Et le fil, pour vraiment libérer la langue de ses fonctions, c'est stade 4. Et il y a des enfants qui naissent avec un fil au bout de la langue qui s'appelle le stade 1, qui est en généralement celui-là vu à la maternité, coupé à l'arrache. Et ça, c'est pas bien, on pourra en discuter. Mais c'est celui-là qui est souvent, là, on va dire, ah bah oui, il y a un frein. Mais le stade 2, 3 et parfois un 4 trop large et mal ancré au niveau de la mâchoire peut créer des difficultés de succion pour l'enfant. Donc, c'est le M-méthyl-CHFR. C'est un défaut que peuvent avoir une carence chez les mères, souvent liée à un problème d'absorption d'acide folique et de vitamine D, et idéalement, parce qu'on n'est plus à manger les légumes du jardin et qu'on va plutôt manger de l'ultra transformé, on est dans ces carences-là excessives et donc on se retrouve, quand on est enceinte, à ne pas pouvoir donner suffisamment ce M-méthyl-CHFR à nos bébés, et c'est ce qui donne la moins bonne définition, on va dire, du tube neuronal sur toutes ces petites finesses du corps humain. Et alors, tout ça est clôturé, en tout cas pour le spina bifida, à 5 semaines, je crois. Donc, si on veut vous complémenter en acide folique à 12, ça n'a un peu pas de sens. C'est plutôt en préconception qu'il faut complémenter. Mais sous réserve, faut que j'affine un peu tout ça parce que peut-être que pour ce qui est des freins de langue, ça se termine plus tard parce qu'évidemment,
On prévient le spina bifida parce que c'est une complication, il y a plein de grades, mais potentiellement grave, alors qu'on se dit que pour le frein de langue, c'est fastoche, on fout un coup de bistouri là-dedans. Mais bon, en fait, c'est quand même embêtant. Donc, à voir, je sais ça joue, l'acide folique joue aussi sur d'autres trucs plus tard, donc c'est pas si mal. Mais quand on me dit complémenter en acide folique pour prévenir le spina bifida au-delà de 5 semaines d'aménorrhée, ça n'a aucun sens parce que c'est déjà le tube neural, c'est plié, quoi. Voilà. Donc, idéalement, avant 3 mois de grossesse, mais on peut le poursuivre et on peut, même si la maman vient juste d'être enceinte, on peut quand même lui préconiser de le prendre et ça peut quand même avoir un impact et notamment améliorer un tout petit peu la finalisation de la maturité du frein. Alors, on a tous un frein de langue restrictif, non, mais on a tous un frein et quand on le coupe, on fait une frénotomie et pas une frénectomie. Frénectomie, c'est-à-dire qu'on coupe le frein, alors que là, on fait juste une frénotomie, c'est-à-dire qu'on le ramène juste à l'endroit logique du stade 4. C'est-à-dire qu'on fait juste on coupe partiellement pour le ramener au bon endroit. D'accord ? Frénectomie, c'est couper le frein de langue. Et là, dans ces cas-là, la langue part en arrière et là, c'est. Donc, attention aux abus de langage également. Ok, c'est intéressant, j'avais pas du tout la nuance. Il me semble qu'il y a des diagnostics de frein qui sont plutôt des problèmes de palais. C'est pas des problèmes de palais, Alexandra. En fait, quand la langue, elle est attachée vers le bas au niveau du palais, notamment si on prend un stade 1, donc la langue, elle ne s'élève pas, elle prend pas sa position au niveau du palais. Le palais, quand il grandit et quand il évolue, en fait, il va s'aplatir. Quand l'enfant naît, le palais est un petit peu creusé et au fur et à mesure, il va s'aplatir pour pouvoir créer une dentition large et correcte. Si la langue ne vient pas et ne monte pas au niveau du palais, le palais va continuer de creuser parce qu'il cherche toujours, il n'aime pas le vide, donc il va chercher au niveau de la cloison nasale et il va augmenter son creux. Alors que si on a une langue qui vient se coller au niveau du palais, le palais va venir sur la langue et va s'aplatir. Et donc, on va avoir un palais qui ne va pas être creux. Un palais creux, c'est un défaut de troubles de succion et notamment un défaut de positionnement de langue, soit par un frein de langue, soit par ce qu'on appelle les trijumeaux, enfin bref, une capacité musculaire qui limite par exemple l'ouverture de bouche. Donc un palais ne doit pas être creux et s'il est creux, c'est qu'il y a un trouble de la succion et ou un frein de langue restrictif. Donc c'est pas le palais creux qui crée le frein, c'est le frein qui ne permet pas l'élévation de la langue et qui creuse le palais. Et donc, orthodontie, difficulté de sommeil, difficulté de respiration, alimentation, etc. Et c'est pas mieux. Je voulais juste, du coup, ça ira plus vite à l'oral par rapport à cette histoire de palais. Je connais un ostéopathe, en l'occurrence, qui, lui, travaille beaucoup sur le palais pour éviter justement des coupures de frein. Je me souviens plus de comment tu as dit. Fréno et non pas freiné, voilà, donc fréno. Voilà. Et lui, en fait, c'est pour ça que j'ai pas parlé de palais creux, hein. J'ai juste parlé du palais parce que je savais plus exactement comment c'était, mais au contraire, lui, j'ai l'impression que c'était sur le tout petit bébé, donc c'est vraiment avant qu'il y ait le palais que ça évolue vraiment, donc tout petit bébé, pour peut-être modifier, peut-être au niveau du sphénoïde ou de la forme du crâne en interne, pour permettre à ce que la langue puisse justement vraiment épouser le palais. Tout à fait. Sans toucher au frein, en fait, sans toucher au frein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était surtout ça, je crois, c'est surtout de ne pas avoir à toucher au frein pour permettre que ça s'adapte correctement, quoi. Exactement. Moi, j'ai coupé le son d'Alexandra parce que ça, je ne sais pas pourquoi ça brille. Soit ça travaille au niveau du sphénoïde, soit c'est au niveau du trijumeau. Trijumeau, c'est vraiment les muscles qui permettent de ramener tous ces 3 muscles qui font travailler ta mâchoire inférieure. Si tu as une naissance difficile ou une naissance même trop rapide, des fois quand ils naissent un peu en toboggan comme ça, ils se retrouvent avec des tensions cervicales qui créent des tensions au niveau de la mâchoire et donc ça va avoir des répercussions au niveau du palais. Donc ils vont venir travailler pour désensibiliser le palais, lâcher la mâchoire et permettre à la langue de retrouver sa mobilité. Génial, il est 14h10, donc il y en a qui sont partis parce que c'était censé 14h, alors merci beaucoup de faire des heures sup. Je vais juste cette dernière question, est-ce que c'est pas mieux de chercher la vitamine B9 dans l'alimentation? Si, parce que l'acide folique, le complément industriel, là, n'est pas du tout assimilé de la même manière que les folates qui sont la version naturelle. Donc oui, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir une alimentation riche plutôt que de bouffer des pilules. Donc particulièrement pour cette question-là, ça ne les gêne pas de dire folate, acide folique et inversement
Voilà, sauf que c'est pas du tout la même assimilation. Et alors, en fonction des origines ethniques des femmes, en plus, il y en a qui ont des prédispositions à ne pas bien fixer et donc à augmenter la probabilité de spina bifida. Dans Tao Moon, il y a un article sur le spina bifida. J'ai plus tout bien en tête, mais j'avais un peu bossé dessus. Si vous voulez regarder ça. Mais par contre, j'ai pas du tout fait le lien avec le frein de langue, ce qui est super intéressant. Donc, merci Céline. B9, B12. Pour moi, c'est ça les aliments en priorité à aller chercher et éventuellement certains compléments, mais attention, et c'est exactement ça, dans l'acide folique, il y a beaucoup d'acide folique de synthèse qui sont mal absorbés et qui finalement ne servent à rien. Donc ça va être plutôt notre rôle à nous de travailler sur l'alimentation équilibrée avant la grossesse, pendant la grossesse. Voilà. Et vous verrez dans l'article, encore une fois, j'ai plus les chiffres en tête, mais moi j'aime bien décortiquer les chiffres et se rendre compte de parce qu'il y a des femmes qui vont être en panique parce qu'elles n'ont pas eu d'acide folique, elles vont passer leur vie à stresser d'avoir un bébé qui a le spina bifida, alors que la probabilité d'avoir un spina bifida, c'est X. J'ai pas tous les chiffres, mais vous regarderez, c'est vraiment été mon axe de travail sur cet article-là, de dire en fait la supplémentation en systématique sans facteur de risque, parce qu'en fait, il y a des signes aussi de carence et de niveau de carence, etc. Donc, la morale de cette histoire, c'est souvent la même, c'est que c'est quand même un bon business de supplémenter tout le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler avec l'acide folique. Bon, puis évidemment, la qualité des compléments et quand il faut supplémenter, de faire gaffe avec quel laboratoire on travaille, parce que, enfin, je veux dire, par exemple, pour le fer, il y a vraiment tout et n'importe quoi, donc il faut pas Surtout bosser. pas le tardiféron. Il y a plein de voilà, surtout pas le tardiféron, un enfer, mais celui-là il doit bien graisser la pâte parce que c'est celui qu'on prescrit de manière systématique. Moi ça me filait ça me vrillait le bide. J'étais passée au thymopherol qui était beaucoup plus assimilable, mais il y a aussi d'autres labos plus naturels encore qui peuvent complémenter en fer. Bon, alors c'est encore un autre sujet, le fer, hein, c'est pas terrible d'être anémie avant l'accouchement parce qu'on saigne quand même un peu quand on accouche, donc il faut pas non plus négliger les anémies, mais de pas prendre n'importe quel complément et puis oui, de pas faire n'importe quoi avec les mamans qu'on accompagne, celles qui sont très anémiées, parce que si en plus elles saignent beaucoup, bon voilà, faire attention de ne pas mettre les femmes en danger parce que sinon Isabelle de Rindinger va encore avoir un orgasme, ça va être chiant. Pardon. Merci beaucoup Céline, on pourrait continuer comme ça pendant 2 heures, mais donc ici bébé à 12 mois, tête moins la journée, par contre la nuit elle me lâche pas les seins, c'est normal. Écoute, ça dépend de. Moi, j'aime bien souvent sur des bébés comme ça de 12 mois qui têtent moins la journée. C'est important de revoir aussi l'alimentation en termes de diversification. Est-ce que c'est un bébé qui est très bien diversifié en journée? Est-ce qu'il a ses apports protéiniques? Est-ce qu'il a toutes ses vitamines? Est-ce qu'il a toute son alimentation? Il n'a pas juste des purées compotes. Alors, je ne dis pas ça du tout contre toi. Hein. Mais en général, les bébés qui têtent plus la nuit comme ça, soit c'est parce qu'ils sont dans une phase très motrice et donc ils n'ont pas le temps de bouffer en journée et donc ils veulent découvrir le monde et se rattrapent la nuit, soit c'est parce qu'ils ont des carences dans leur alimentation en journée et donc ils sont obligés de se rattraper sur les tétés nocturnes. Alors quand je dis carence, le mot est fort, hein, c'est juste qu'il faut peut-être rééquilibrer par rapport à ses besoins à 12 mois. Pourquoi surtout pas tardiféron? C'est très indigeste. Alors, je ne suis pas douée, moi, autant ma frangine est incollable sur tous ces trucs-là. Donc, vous pouvez toujours aller lui poser la question parce que sur l'assimilation du fer, les différentes formes de fer, c'est un puits de science, hein, ma frangine. Vous pouvez aller vous abonner à sa page Telegram. C'est clairement pas une bonne vendeuse, mais par contre, elle a des connaissances de dingue sur la micronute. Donc, allez lui poser la question. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te flingue les intestins. Le tardiféron, c'est atroce, quoi. Et puis, c'est un fer qui est très synthétisé, donc qui est beaucoup moins assimilable, en fait. Et il est très chimique. Je prends toujours le parallèle pour les mamans, enfin pour les bébés, avec la vitamine D, où on préconisait, parce que c'était le labo de référence de l'Azimadé, qui est une pure merde entre nous, et où on va maintenant commencer à aller sur d'autres choses un peu plus naturelles. Le tardiféron, c'est le McDo du fer, en fait. C'est pas la bonne formule, la plus assimilable pour un grand nombre de femmes. Je réponds à la dernière question. Bah oui. Si ne t'aides plus à 12 mois, je ne veux pas donner de l'artificiel, qu'est-ce que tu préconises? Mais si tu as 12 mois d'allaitement, what the fuck, t'oublies tout. Surtout pas de lait artificiel, surtout pas de lait de croissance. Si tu vas en Suisse, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. On est les pros du lait de croissance. Et là, je vous invite à aller sur mon Instagram, faire un putain de post là-dessus parce que je suis énervée sur le lait de croissance. Donc, un lait entier bio, s'il supporte la protéine de lait de vache et que vous en mangez dans la famille. Si vous en mangez du lait végétal, mais aussi une alimentation
alimentation diversifiée à côté. On regarde bien l'apport en protéines à 12 mois si on est dans les clous, parce que c'est ça dont il a besoin pour développer ses muscles, parce qu'il va marcher, développer, et il va avoir besoin de bien travailler ses muscles. Mais le lait maternel va se confondre avec une alimentation diversifiée et pas avec un yaourt, pas avec un lait de vache ou pas avec, surtout pas un lait de croissance. Bah oui, alors, enfin, j'ai pas dû le dire assez fort. Moi, les miens, à 6 mois, ils sont passés du sein au merguez et basta, quoi. Ils ont lâché mes seins à 10 mois et j'ai jamais acheté une boîte de lait de croissance, de lait de rien du tout. Les yaourts, mais surtout tout le reste. Si tu lui donnes une côte de bœuf à tétouiller, là, il aura sans doute rien contre. C'est open bar à partir du moment où ils ont accès à tout ce que tu manges toi en adaptant, parce que c'est vrai que s'ils mangent les crevettes avec la tête, ça va être indigeste, et ils sont friands de tout ça, donc il n'y a pas du tout besoin de big. Enfin, à partir du moment où il y a une boîte packagée qui prétend être indispensable à la vie, ça pue l'arnaque en fait, globalement. Il faut juste bien s'assurer d'avoir un équilibre alimentaire et que, parce que c'est pareil, à 12 mois, moi je dis l'enfant peut manger et peut en tout cas être en capacité de pouvoir avoir déjà 4 repas, matin, midi, goûter, soir. C'est-à-dire qu'on est sur un allaitement pendant 12 mois quasiment à la demande. C'est pas en ayant un repas le midi qui va avoir un apport nutritionnel équilibré. Donc, on fait un peu à l'anglaise, on peut donner tout à fait des œufs le matin et plutôt du salé et de la protéine le matin. Et puis, on y va aussi sur la demande quand il réclame et qu'il a faim. On lui donne un morceau de banane, un morceau de pomme, un bout de figue, tout ce que vous voulez et tout ce qui peut être en rapport avec son alimentation. La viande rouge, c'est plein de fer, donc on n'hésite pas non plus. Quand je vois qu'on ne peut pas donner de viande rouge crue, entre guillemets, pas suffisamment cuite avant l'âge de 6 ans, je crie aussi. N'importe quoi, mais Ah bah si, c'est pour éviter les risques d'entérocolite et de oui, les enfants qui n'ont jamais eu autre chose qu'un lait artificiel. Après, je prends des pincettes et je le dis là, mais voilà, moi je pense que oui, effectivement, viande rouge, plus, c'est là où il y a le plus de fer. Et puis on a mangé alors évidemment qu'on a changé depuis le paléo, c'est sûr qu'il faut, c'est délicat, on est à la fois très proche de nos ancêtres du paléo et à la fois notre corps s'est quand même adapté et depuis qu'on a identifié l'épigénétique, on sait que bon, néanmoins, toutes ces règles-là d'introduire les soi-disant allergènes dès 3 mois par semaine, machin, pas donner de viande, je veux dire, moi je pense à ma grand-mère et puis voilà, ce qu'elle mangeait avant que Nestlé s'en mêle, bien sûr qu'ils peuvent manger de la viande. Enfin, en fait, ils ne peuvent pas manger de la viande pourrie, mais globalement, nous non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme le porc mal cuit. Si le porc est sain, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a le ver solitaire dedans, enfant, adulte, musulman ou pas, c'est pas très digeste, quoi. Donc, c'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Ça me fait penser à un sketch complètement débile. Ouais, pardon. C'est du logisme. Je crois que là, à la ref. C'est du logisme. C'est sûr que j'ai la ref. Du logisme. Et quand on dit elle est bonne, la femme du 10, elle joue très très bien au football. C'est ça. Est-ce que vous irez chercher le sketch, les filles? C'est le meilleur moyen de continuer dans bah oui, non mais bien sûr. C'est d'aller nager. Et allez faire du sport et faites-vous du bien aussi quand vous êtes un petit peu en mode, comme moi, excité. Ce que je disais à Sylvie ce matin, c'est la pleine lune. Donc moi, quand c'est comme ça, je suis tout feu, tout flamme, j'ai envie de tout balancer. Il faut que j'aille nager, quoi. Je vais aller nager, je vais aller me faire... alors voilà, Céline, elle nage, ça a été un grand moment entre nous, c'est qu'elle nage dans la Méditerranée toute l'année. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc en octobre 2024. Et moi, quand je vois la Méditerranée, je suis comme, quand je vois un truc avec de la flotte dedans, je suis comme un labrador, ça. Et donc, on avait rencard pour prendre l'apéro sur une plage et j'ai dit, putain, j'ai envie de nager. Elle me dit, ouais, tiens, toi aussi? Alors, je croyais qu'avec moi, qu'elle avait envie de nager au mois d'octobre ou novembre. Et j'ai dit, j'ai pas de maillot de bain. Elle dit, on s'en fout. Hop, on s'est retrouvés en culotte, toutes les deux au milieu des gens sur les plages de Nice. Et puis moi, je croyais que je nageais bien, tu vois. Et puis elle me dit, on va jusqu'à la bouée. Je n'avais pas trop vu la bouée. Je dis, je vais avec Céline nager jusqu'à la bouée. Puis quand même, on commence à être loin. Je lui dis, elle est où la bouée? Elle me dit, non, pas celle-là là-bas. Oh putain, c'est la première fois que j'ai eu un petit peu peur quand même en nageant. Elle m'a emmenée à 500 mètres et on nageait. Et il y avait quand même des vagues. Puis c'était un peu froid quand même. Puis elle causait. Moi, je disais, putain, elle est loin la plage. Et il y avait mon mec qui était là, mais elles sont où ces deux saucisses là? Donc voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour nager. Et tu fais ça tous les jours et j'aimerais bien vivre ça aussi. Quasiment tous les jours. Ouais. Et elle nage bien, elle. Bon sang. Elle va toute seule à 500 mètres de la plage. Mais n'importe quoi, vraiment. Ça permet de libérer. Et je pense que vous toutes aussi, dans vos accompagnements à venir,
il y a toute une distance à prendre entre ce qu'on se dit là en aparté tout ensemble de nos colères un petit peu, de nos vécus, de ce qu'on vit aussi, de nos accompagnements, patientes, familles, femmes, enfin ce que vous voulez, comment vous les appelez. Mais je pense aussi qu'on a toutes besoin aussi pour être vraiment dans une prise en charge et une prise en soin bienveillante, c'est de travailler d'abord sur soi, travailler sur son empathie et travailler sur sa capacité à pouvoir écouter l'autre parce qu'on n'est pas toutes au même niveau de connaissance et les amener petit à petit. Moi, mon gros challenge là 2026, c'est d'amener à ce que l'allaitement devienne collectif et plus individuel. Mais je sais que ça va pas être décembre 2026, hein, ça va être dans 10 ans possiblement. Donc, prenez votre temps, le temps aussi d'expliquer. Et je le dis aussi dans les formations que je donne, c'est que si c'est pas sur cet allaitement-là pour cette maman-là, ce sera peut-être sur un autre allaitement ou sur une autre naissance. Mais vous avez semé les graines. Et n'attendez pas que ça pousse. Parfois, ça pousse. Voilà, faut attendre l'été d'après. Il y a plein de punkettes qui font des trucs de dingue, qui nagent dans des lacs à 9 degrés, qui se font des bains dans de l'eau à 2 degrés avec un congélateur adapté pour, qui font des courses de fond de dingue. Il n'y a que des gonzesses d'enfer ici, c'est fabuleux. Des anciennes danseuses du Crazy Horse. C'est Emma. À chaque fois, je lui fous la honte en lui disant ça, mais je trouve ça classe comme pédigré. Donc, on a quand même des nanas qui sont à fond pour faire que leur vie ait du sens et c'est quand même chouette. Donc, c'est une chance, un privilège pour moi d'être avec vous. Donc, merci beaucoup. Les filles, vous savez où trouver Céline si vous avez besoin et vous réorientez aussi des mamans parce qu'il faut faire attention de ne pas faire de bêtises. Donc, autant faire appel aux professionnels. Céline, merci infiniment de nous avoir donné de ton précieux temps et encore une fois, tout ça reste dans un cadre confidentiel réservé à l'Académie parce que tout ça est très touchy, très politique, c'est pas simple, mais c'était super, donc merci beaucoup, on a appris plein de choses, c'était top. Merci Célinette. Merci Punket. À bientôt. À bientôt. Allez, je coupe. Merci. Merci, ciao, ciao. Très bonne journée. On se voit demain, les punkettes. Salut Céline, on se recale tout à l'heure si tu veux. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Est-ce que je vais réussir à éteindre ça? Oui. Salut tout le monde. Merci à vous.